Salut à tous et bienvenue pour ce 199e numéro d'Hors-jeu Capital. Et oui, 199 numéros les amis, vous avez bien entendu, bientôt la 200e. On est très heureux de vous retrouver pour un podcast, pour une émission assez spéciale, un petit peu avec des sujets un peu différents de ceux qu'on traite habituellement. Évidemment, on parlera un petit peu du Paris Saint-Germain, mais on va aussi parler de la Fédération française de foot, du bras de fer qui l'a opposé avec Kylian Mbappé sur les droits images. On va tout vous expliquer avec nos spécialistes. Et aussi, le dernier sujet sera le boycott, l'appel au boycott par certains de la Coupe du Monde au Qatar. Tout d'abord, je vais quand même vous présenter, mes camarades du jour. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment ça va? Salut les gars, moi ça va très bien. En plus, c'est les sujets qu'on maîtrise bien avec Vincent, donc ça va être très très cool aujourd'hui. Bon, je rappelle, JB, que tu es enseignant, professeur d'histoire, tu es aussi un spécialiste de la géopolitique du sport et tu as sorti un tout dernier ouvrage que tu présentes là à la caméra. Voilà. Géopolitique du sport, géopolitique du monde, deuxième version disponible partout, et en plus il est pas cher et il est bien. Il est très très bien, donc je vous le conseille, allez l'acheter, il est disponible partout dans toutes les librairies. Voilà pour Jean-Baptiste. Le deuxième camarade, c'est aussi un habitué du podcast, c'est Vincent Chaudel, le responsable du site l'Observatoire. Du compte Twitter, l'Observatoire du Sport Business. Salut Vincent, comment ça va? Salut à tous. Bonjour Mousse, bonjour Yacine. Salut JB. Ça va bien Vincent? Oui, en forme. J'ai déjà eu quelques échauffements sur les sujets du jour dans la semaine, donc oui, ça va. C'est pour ça qu'on tenait aussi à ce que tu reviennes, parce que tu es un habitué toi aussi du podcast. Et c'est vrai qu'on t'a vu notamment sur France Info et sur RTL pour débattre du sujet sur le boycott du Qatar, avec des arguments toujours aussi bien affûtés, mon cher Vincent. Voilà. Et le troisième camarade, c'est Yacine Amnet, c'est coach Yacine. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous. Ça va bien? Ouais, très bien. Tu t'es régalé cette semaine avec tout ce qui est sorti, hein? On n'a parlé que de foot quasiment. Hein. Régalé. En fait, le plus triste, c'est que on pense qu'on se régale, mais ça confirme ce qu'on dit, mais on se régale pas du tout, parce que malgré tout, on aime le foot et c'est tellement triste en fait. Mais voilà. Évidemment, j'ai manié l'ironie. Évidemment, tout ce qu'on a pu voir cette semaine est assez désastreux, notamment pour l'image du football français. Donc, je le disais, on va évoquer pas mal de sujets et on va évacuer tout de suite le sujet de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Alors, on va pas revenir sur les faits, nous, on va juste discuter et apporter certains arguments pour savoir comment cette équipe féminine peut se relever après toutes ces révélations. On rappelle que ça part de l'agression d'une joueuse qui s'appelle Kaira Amraoui en novembre 2021 et il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette histoire et on a appris il y a quelques jours la garde à vue, la deuxième garde à vue d'Aminata Diallo et qui a été déférée et ensuite incarcérée quelques jours avant d'être libérée par le juge des libertés et de la détention, le JLD, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va en parler et première question, messieurs. On sait que le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de QSI, a beaucoup investi dans cette équipe féminine pour justement pouvoir concurrencer l'ogre lyonnais qui glanait tous les titres quasiment, que ce soit en France ou en Europe. D'ailleurs, le PSG c'est le premier titre. Hein, il y a une saison 2. Je suis pas très bon en foot féminin, mais Yacine, tu me confirmeras, c'est bien ça. Hein? Ouais. Après, il y a eu un autre titre, mais c'était avant le professionnalisme du championnat féminin, etc. Mais le premier titre du vrai championnat, on va dire. C'est ça, exactement. Ça a été difficile, il a fallu quand même pas mal d'années. Le premier titre de champion, parce qu'il y a eu une Coupe de France quand même. Il y a le premier titre de champion, c'est pas le premier titre du club. Hein. Ouais. Non, mais je parle uniquement du titre de champion. Tu as bien fait de le préciser, évidemment, je parle du titre de champion, et je le disais, ça a été quand même ça a été long et difficile hein, pour composer cette équipe féminine, en tout cas pour qu'elle arrive à concurrencer cette équipe lyonnaise. Je vais te donner la parole tout de suite, Yacine. Selon toi, comment cette équipe peut se relever après un tel séisme, Yacine? Je pense malheureusement que pour se relever de tout ça, parce qu'en fait, il faut toujours se rendre compte des tensions qu'il y a eu dans le vestiaire pendant toute cette période. Parce que, encore une fois, là, on va pas rentrer dans le détail judiciaire parce que déjà, on n'a pas assez d'infos. Et en plus, avec tous les rebondissements qu'il y a, on va pas se permettre de commencer à donner son avis là-dessus.
Par contre, ce qui s'est passé dans le vestiaire, ça a existé et ça laisse toujours des traces. Les tensions entre joueuses, celles qui ont pris parti pour l'une ou pour l'autre, celles qui aussi n'ont pas pris parti et qui se sont cachées et finalement à la fin, celle qui est la victime peut mal le vivre. Il y a le traumatisme de ce qui s'est passé aussi physiquement et mentalement, ça laisse des traces. Ça laisse des traces aussi sur les autres joueuses parce que il y a celle qui s'est fait frapper directement, donc Keira Amraoui, mais il y a évidemment toutes celles qui jouent au foot, qui vivent du football et qui se disent finalement aujourd'hui ça peut nous arriver. C'est arrivé à Amraoui, ça peut nous arriver demain. Donc tout ça c'est un traumatisme. Alors il y a plein d'étapes, il y a de la reconstruction de la joueuse, il y a la reconstruction du groupe, mais il y a de toute façon en fait la vie en collectivité et à un moment donné le PSG peut pas cette saison parce que maintenant c'est trop tard. La saison a démarré, le mercato est terminé, mais le PSG va être obligé de faire des choix parce que il y a humainement, ce qui s'est passé, ça laissera automatiquement des traces. Et même si on sait que dans un vestiaire tout le monde n'est pas ami, parce que c'est pas possible d'être ami à 25, mais il y a quand même une ambiance de travail à avoir. Et là, on a franchi plusieurs étapes dans la violence, dans le traumatisme. Ça va être très compliqué. Qui plus est, quand on sait que ça concerne des joueuses majeures, c'est pas des simples remplaçants, c'est vraiment des joueuses majeures et elles sont pas impliquées. Par exemple, Katoto et Diani ne sont pas impliquées dans l'histoire, mais malgré tout, elles ont soutenu Diallo. Donc elles ont pris parti contre Amraoui entre guillemets. Donc ça veut dire que tout ça, ça laisse des traces. Il va falloir faire des choix, ça va être très compliqué. Maintenant, le PSG a déjà changé d'entraîneur, ce qui est un bon début. Faudra voir un peu ce qui va. Je pense que les prochains mois de l'affaire influeront sur les décisions du PSG. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourra pas aller plus loin que la saison qui va se dérouler. Oui, Marie-Antoinette Katoto, qui est blessée actuellement, qui est en pleine rééducation, donc elle ne participe pas aux entraînements, et qui, selon tous les articles qui sont sortis, avait conditionné sa prolongation. Elle, qui était en fin de contrat, qui devait normalement rejoindre l'Olympique Lyonnais, avait, selon plusieurs sources, conditionné sa prolongation à la prolongation d'Aminata Diallo et peut-être aussi au départ de Keira Amraoui. En tout cas, à l'époque, Keira Amraoui avait été écartée du groupe alors qu'elle était à la base victime. Il s'en est suivi une bagarre lors d'un entraînement après les faits. Bref, c'était pas joli. Jean-Baptiste, même question. Selon toi, comment cette équipe féminine qui commençait à glaner des titres, qui commençait aussi à être respectée en Europe, en Ligue des Champions, comment, selon toi, peut-elle se relever, Jean-Baptiste? Moi, je vais aller dans le sens de Yacine. On a déjà commencé par faire partir l'entraîneur, Didier Nicole, d'ailleurs, qui a déposé plainte hier pour dénonciation calomnieuse suite à l'affaire. Donc là, on a déjà un entraîneur qui est finalement un dommage collatéral de l'affaire. Ensuite, on a la joueuse, Keira Amraoui, qui est encore sous contrat. Aminata Diallo, elle n'est plus sous contrat, elle n'est plus joueuse du PSG. Donc il y a déjà une partie du problème qui est partie pour le PSG. Il reste la joueuse victime. Est-ce que le club a envie de la conserver dans ses rangs? Est-ce qu'il a encore envie de la faire jouer? Est-ce qu'elle est en capacité de le faire? La joueuse, aujourd'hui, a une communication qui est très efficace parce qu'elle a changé aussi de conseiller pour revenir justement au PSG pour pouvoir reporter le maillot. Vraisemblablement, le meilleur moyen pour pacifier l'ensemble, ça serait que les deux joueuses s'en aillent. Il y en a une qui est déjà partie. Ou que le groupe soit capable de réintégrer Amraoui, mais ça risque de poser de vrais problèmes relationnels, sachant qu'il y a aussi un autre joueur qui est concerné, c'est Kylian Mbappé, puisque on a appris de la bouche même de sa mère que dans le cadre de la négociation pour la prolongation du contrat d'Mbappé, le cas Diallo avait été mis finalement en avant de manière informelle. Ça veut dire aussi que le PSG s'était sacrément engagé, quoi. Juste pour rectifier, ça ne concerne pas Kylian Mbappé, c'est plutôt effectivement sa maman à qui on a posé la question, c'est le journal Le Parisien, et qui a dit que c'était vraiment informel au détour d'une conversation et que ça n'a pas été plus loin que ça. Voilà, ça c'est juste pour préciser, parce que les gens vont penser que Mbappé est lié à cette affaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de voir que justement le PSG, sur l'affaire, a eu une communication minimale, ne s'est pas mouillé, est resté vraiment à distance. Mais on sait que ça a concerné tout le club et ça le concerne encore. C'est-à-dire que là, les rebondissements des dernières semaines posent encore un vrai souci de ce côté-là. Merci JB. En termes d'image et de communication, comme vient d'en parler Jean-Baptiste, Vincent, est-ce que tu penses que du côté de la direction parisienne, ça a plutôt bien été géré? Comment tu vois les choses?
Oui, parce que là, on dit en général dans ce genre de situation qu'il faut pas nourrir la bête, donc ils en ont pas rajouté et il fallait faire le dos rond, c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, sur les aspects de management, entre ce qu'a dit Yacine et JB, je vais pas redévelopper. Ça me fait penser, moi, à 2 éléments en complément. Pour le football féminin jusqu'ici a eu une locomotive qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, hégémonique. Quand on parle de le PSG va déstabilise ou dévalorise la Ligue 1, que devrait-on dire par rapport au football féminin avec une équipe qui gagne tout depuis plus de 10 ans. Donc, il est important pour le football français, pour la D1 Arkema, qui est toujours bah, une équipe capable de challenger l'Olympique Lyonnais, et donc aujourd'hui en termes de moyens c'est le PSG. Donc pour la D1 Arkema, ce qui serait important, c'est que Alors malgré c'est Arkena, cette affaire-là, Vincent. Arkena Arkena, oui, avec pardon. un N. Oui, pardon. Euh, c'est que eh bien le PSG retrouve ou ne perde pas sa compétitivité. Donc ça, c'est un point qui me semble important et majeur. D'où garder Katoto est important. Si Katoto venait renforcer l'OL, je suis pas sûr que ça serait bien pour le championnat de France féminin. L'autre point, c'est que et on le voit dans ce dossier-là sur la gestion de la communication par le PSG, c'est qu'on est un peu dans le prolongement du MeToo, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est très compliqué dans les aspects de management, avec un entraîneur qui peut être très vite euh, pour des faits qu'on ne va pas commenter parce qu'on ne les connaît pas, on les a pas vécus, mais on se rend compte de la chose où ça peut partir un peu dans tous les sens. Et je pense que le club a eu raison d'être prudent, d'agir, puisque il y a eu des mises à pied, il y a eu des non-renouvellements, il y a eu des départs, notamment un changement de management. Je suis assez d'accord avec Yacine là-dessus. Ça va être difficile quand même de ne pas avoir le départ des personnes concernées. Euh, parce que dans une vie de vestiaire, alors après on pourra en reparler aussi sur le sujet, l'affaire Pogba par exemple avec Mbappé. Dans un vestiaire, ça reste compliqué quand on a des soupçons ou un doute sur ce qu'a pu faire le camarade ou la camarade à côté. Donc voilà. Merci Vincent. Alors, petite précision et merci, merci JB de m'avoir envoyé ce petit message. J'ai voulu me la raconter, mais tu as bien prononcé Vincent, c'est bien D1 Arkema et non pas Arkena. Donc la prochaine fois, je fermerai ma bouche et je vérifierai avant de l'ouvrir. Donc pardon Vincent de t'avoir interrompu, c'est toi qui avais raison. Yacine, un autre sujet avant de clôturer ce débat, il y a aussi le sujet de l'entourage des joueuses. On a l'impression qu'aujourd'hui, depuis oh là là, professionnalisation, Professionnalisation. voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas, du football féminin, le football féminin rencontre exactement les mêmes soucis que ce qu'on peut voir chez les équipes masculines, les équipes pro. On a appris récemment que l'un des protagonistes de cette histoire, en tout cas, qui figurait sur les écoutes téléphoniques, un certain César M, dont on sait aujourd'hui que c'est les compagnons de Kadiatou Diani, est aussi le conseiller officieux d'Aminata Diallo et de Marie-Antoinette Katoto. Il semblerait qu'il gravite, c'est un personnage important, en tout cas, qui gravite dans les sphères autour du Paris Saint-Germain. Et sur certaines écoutes, voilà, le discours que tenait ce conseiller officieux, c'est un peu ce qu'on peut voir aussi chez certains conseillers officieux, voire agents non officiels de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Ça aussi, ça va commencer à devenir un problème parce qu'il y a de plus en plus d'argent, Yacine, dans le football féminin. Il y a aussi des gros salaires. Lyon a été peut-être un des premiers clubs en Europe à donner des salaires très très importants à ses joueuses. Est-ce que ça aussi, ça va devenir un gros problème, Yacine, selon toi? En fait, le truc, c'est que ça existe déjà depuis un moment. C'est juste qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on peut pas en parler comme ça parce qu'il faut quand même des infos, enfin des preuves entre guillemets, que de balancer des trucs comme ça. Donc les gens comprendraient pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le football féminin bénéficiait d'une image un peu plus lisse. C'est les filles, c'est sympa et tout. En vérité, pour ceux qui connaissent le milieu, c'est la même ambiance et peut-être parfois pire que chez les garçons.
et que l'entourage, c'est le même en fait, parce que ces filles viennent souvent des mêmes endroits que les garçons. Elles ont commencé à jouer au foot avec les garçons, parce que je rappelle que à part les vrais clubs féminins, comme il en existe à Paris, par exemple Juvisy, la plupart commencent à jouer au foot avec les garçons jusqu'à U15. Donc en fait, elles fréquentent les mêmes milieux, les mêmes personnages, les mêmes personnes. Euh, la deuxième chose, c'est que il faut pas oublier un truc, c'est que le métier d'agent, de conseiller, tout ça, genre aujourd'hui, c'est très vaste et très compliqué parce qu'il y a cette histoire de plus besoin de licence dans certains pays. Alors en France, tu as encore besoin, mais voilà, donc tu peux être un peu conseiller, intermédiaire, bref, il y a beaucoup de possibilités, mais ça permet aussi à tous ces gens qui gravitent autour du foot de mettre un pied dans les clubs. Parce que quand vous rentrez au PSG par les féminines, en fait, vous avez l'oreille de responsable du PSG. Donc, demain, quand vous aurez un jeune garçon à proposer, en fait, vous êtes déjà écouté et vous avez déjà votre entrée au club. Donc, évidemment qu'il y a plein de gens qui l'ont compris. Et en fait, c'est pas nouveau. Ça va juste sortir un peu plus aujourd'hui parce qu'on se rend compte que le foot féminin n'est pas une activité ou une entité à part du football. C'est le football avec ses bienfaits et ses méfaits et tout ce qu'il y a autour. Ce sont les mêmes entourages. Voilà. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, en gros, le grand public le découvre. Ceux qui suivent le foot depuis un moment et qui connaissent un peu le football féminin, en fait, il n'y a aucune surprise dans tout ce qui se passe. Je parle pas de la violence, attention, parce que on a franchi les Non, limites. de l'entourage, Mais quoi, de l'entourage. voilà, tout ce qui se passe, voilà, autour des statuts, des agents, des pseudo-agents, l'entourage, on est dans le même environnement, avec aujourd'hui des sommes un peu moins importantes, et c'est aussi pour ça qu'on en parle moins. C'est qu'une joueuse aujourd'hui, elle gagne entre 30 40 000 euros pour les très bonnes joueuses. 30 40 000 euros, c'est pratiquement le salaire de base d'un mec qui sort d'un centre de formation aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait un peu moins de bruit, mais voilà, les gens vont ouvrir les yeux, vont se rendre compte que c'est pareil. Oui, et puis il faut aussi dire que ce phénomène d'entourage, ça arrive aussi chez les tout jeunes joueurs. On l'a vu même au PSG, hein, avec l'arrivée de Kais Ruiz, on sait que voilà, il y avait des histoires sur son papa qui venait au camp des loges, qui faisait un peu ce qu'il voulait. Donc voilà, effectivement, chez les filles, on n'entend pas beaucoup parler, mais là, ça va. Je pense qu'on va en entendre parler. Mais ça existe déjà chez toutes les jeunes catégories où plusieurs agents viennent, font un peu leur marché, essayent de persuader certains parents, etc. Tu en avais Donc, déjà parlé. juste une chose, c'est illégal, mais ça existe. C'est-à-dire que les gens, faut pas qu'ils pensent, ouais, c'est des rumeurs. Ça existe, il y a des agents qui s'occupent de gamins de 11 12 ans, déjà. C'est illégal, mais à partir du moment où les parents acceptent, en fait, qu'il y ait un contact comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, il n'y a rien d'officiel, mais ça existe. Et tu en as parlé dans tes deux derniers bouquins, Yacine, dont le dernier, Les hors-jeux du football français, qui est toujours disponible chez Talent Sport. Tu voulais ajouter un mot, et puis après, je te donne la parole, Vincent. Vas-y, JB. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette affaire-là, elle révèle aussi une chose. C'est que pendant très longtemps, on a un peu idéalisé le football féminin et les clubs mettaient aussi moins de moyens. Sécurisation, entourage, professionnalisation. Là, c'est l'occasion de se rendre compte que même pour un club de premier rang européen comme le PSG, faut structurer, professionnaliser. Faut pas aller chercher des anciens joueurs qui ont des compétences limitées, moyennes, et puis il faut se taffer un peu plus, et puis réguler. Parce que le vrai souci, c'est que là, quand on regarde finalement l'entourage de l'équipe pro, il y a moins d'infos qui sort et on a un contrôle plus grand. On se rend compte que pour les féminines, d'abord on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sécurité autour du stade, qu'il était beaucoup plus facile de trouver les joueuses et qu'elles n'avaient pas de sécurité à leur disposition. C'est aussi l'occasion de monter littéralement en responsabilité. Je suis pas sûr qu'on ait eu ce type de problème ailleurs pour l'instant. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour le PSG puis pour le football féminin de se professionnaliser en acceptant aussi de professionnaliser l'entourage. Voilà. Vincent. Oui, je suis d'accord avec tous ces points-là, avec un bémol, c'est que même si Yacine a raison, c'est illégal, mais ça existe. Et j'aurais tendance à dire, en étant un peu fataliste, ça existera toujours parce que le sport en général et le football en particulier, enfin les sports collectifs et le football en particulier, c'est une activité de talent et que si vous n'avez pas le talent, c'est peut-être le concurrent qui va venir le recruter. Et donc, vous avez la volonté de recruter le talent et par rapport à ça, si le talent est accompagné de personnes
pas toujours fréquentable, vous faites quoi? Soit vous essayez coûte que coûte d'avoir le talent, soit vous le laissez partir au risque qu'il aille renforcer votre adversaire. Et c'est ça le problème. Et par rapport à cette problématique-là, le sport américain avec les ligues fermées qui est capable de dire bon, si on est tous d'accord, l'environnement de cet individu-là nous pose problème, donc on est d'accord, on le blacklist tous et ça sera le cas. Dans le football, si c'est pas ce club-là qui le prend, si les clubs français font corps, il ira en Italie ou il ira ailleurs et donc ça changera pas le problème. Vous allez juste renforcer votre adversaire en Coupe d'Europe. Donc tout ce qu'on dit là, on peut le critiquer et c'est critiquable. Il faut trouver des moyens de renforcer. JB, tu as raison. N'empêche que je suis pas sûr qu'on arrive à éradiquer le problème rapidement. Là, je rajoute une chose. T'as entièrement raison, Vincent, sur un truc. On l'a vu là cette semaine avec les Boston Celtics qui ont littéralement suspendu leur coach principal, Udoka, parce qu'il avait eu une relation extra-conjugale avec une femme mariée de l'organisation. Il a été suspendu 1 an. Et il ne participera pas à la vie du club et toutes les franchises suivront le pas. Et les règles internes. C'est ça qui fait la différence. C'est ça la différence. Et t'as entièrement raison là-dessus. C'est là où il faut aussi une ligue qui fasse le job et une fédé qui fasse le job. Mais ça, on sait. Eh ben justement, on va en venir on va clôturer le débat sur les féminines et on va suivre l'évolution de cette histoire. Et on va passer au deuxième thème avec le bras de fer qui a eu lieu lors du rassemblement à Clairefontaine pour les Bleus. Le bras de fer qui a eu lieu entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Dans un premier temps, Kylian Mbappé a refusé de poser sur la photo et j'imagine aussi de participer aux opérations commerciales. Et puis finalement, parce qu'on rappelle que Mbappé souhaitait renégocier tout ce qui est droit à l'image, pouvoir aussi choisir les sponsors avec lesquels il souhaite travailler et pouvoir refuser ceux qui ne correspondraient pas à ses valeurs, entre guillemets. Tu vas nous expliquer tout ça, Vincent. Et c'est une bataille qui date pas d'hier. Hein. Ça fait un bout de temps que Mbappé, via son avocate, a demandé à ce que tout cela change. Tout d'abord, ça a été un refus catégorique de la Fédération française de foot. Ensuite, lors du rassemblement, lorsqu'ils ont compris que Kylian Mbappé était déterminé et qu'il refuserait de participer à tout ça, donc ce qui est un gros manque à gagner pour eux, hein, c'est quand même la tête d'affiche de l'équipe de France. Et en quelques heures, Noël Le Graët et la Fédération française de foot a changé complètement d'avis, a fait un communiqué qui a été pondu assez rapidement et qui est tombé aux alentours de 21h, il me semble, en disant qu'il y avait eu une discussion constructive et que avant la Coupe du Monde, des discussions auraient lieu et que tout cela pourrait changer. Donc, Vincent, est-ce que tu peux déjà nous rappeler de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que les droits d'image en équipe de France et quels étaient les griefs de Kylian Mbappé envers la Fédération française de foot? Alors, moi, d'une façon générale, j'ai tendance à expliquer qu'il y a 3 droits à l'image. Il y a le droit à l'image individuelle que le joueur va négocier directement avec des annonceurs. Là, évidemment, ça serait très étonnant qu'il signe avec des annonceurs qui seraient pas en adéquation avec ses valeurs. Il y a le droit à l'image, qui est un droit à l'image contractuel avec son employeur. Qui est dont la contrepartie est clairement dans le salaire, hein, et quand on voit le salaire des top joueurs, y compris donc Mbappé, il peut y avoir parfois des écarts entre les valeurs véhiculées par ces annonceurs et les valeurs du joueur, mais globalement la compensation elle est suffisamment financière pour être acceptée ou renégociée dans le contrat. Il peut très bien discuter avec son employeur pour limiter son nombre d'interventions ou les territoires d'intervention, etc. Et puis, il y a la sélection. Et à la sélection, vous n'êtes pas dans un lien de subordination, c'est-à-dire vous n'êtes pas un employé de la fédération, vous êtes mis à disposition par votre club. Et le problème, c'est que
enfin le problème. Quand vous arrivez en sélection pour la première fois, vous signez une charte qui vous donne des droits et des obligations. Les droits, c'est globalement vous allez toucher une partie de la redistribution, c'est-à-dire que quand il y a une compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde, les sponsors donnent de l'argent à la fédération. Faut garder à l'esprit que le budget de la fédération cette année, c'est 260 millions d'euros, 190 issus du commercial. Et dans les 190 issus du commercial, c'est grandement l'équipe de France masculine. C'est les droits télé, c'est Nike, et puis ça va être Volkswagen, ça va être KFC, ça va être Intermarché, etc. Et donc, si dans cette convention-là, un des problèmes, à mon sens, c'était que ça engageait les joueurs jusqu'à 5 ans après l'arrêt de leur carrière. Le problème, c'est que vous savez quand vous commencez votre carrière internationale, vous savez pas quand vous allez l'arrêter. Et donc, quand Kylian Mbappé, et on peut le comprendre, dit moi, il y a des marques avec lesquelles je souhaite pas m'associer parce que ça correspond pas à mes valeurs, il impacte directement la valeur de ces contrats pour la fédération. Or, ces contrats-là, je parlais de 190 millions d'euros de contrats commerciaux d'une façon générale, en incluant l'équipe entière, en incluant les droits télé, c'est 100 millions qui vont vers le football amateur. Donc évidemment que si Intermarché ou Volkswagen, puisque c'est pas eux qui ont posé problème a priori, n'ont plus la certitude d'avoir les têtes d'affiche, c'est-à-dire Mbappé ou Benzema ou autres, mais qu'ils ont, vous mettrez les noms que vous voulez parce que je vais avec ces personnes, le 24e, le 25e et le 26e de la sélection, ça vaut moins cher pour eux. Donc, si ça vaut moins cher pour eux, il y aura moins d'argent à redistribuer. Donc, c'est ça pour moi le gros problème. Après, je pense qu'il y a aussi le sujet que actuellement on voit de par toutes les affaires qu'il y a autour de la fédération, le dossier de SoFoot et la relation avec la ministre ne sont qu'un exemple. Évidemment, la fédération qui voit la Coupe du Monde s'approcher a très vite baissé les armes. Mais ce qui m'a étonné aussi derrière ça, c'est la réaction du vice-président de KFC. Oui, j'allais en parler, mais si tu veux en parler tout de suite, vas-y. Il a tout de suite pointé du doigt, il a catalogué la réaction d'Mbappé comme un caprice. Et ce qui m'a très vite étonné, c'est que donc il a dit ça, je crois, dans une interview dans la soirée même. KFC s'est désolidarisé de son vice-président pour dire que ça c'était sa position personnelle, mais que la marque n'avait pas de problème. Et donc tout ça pour dire que la puissance sportive et marketing d'Mbappé aujourd'hui fait qu'il y a très peu de personnes qui lui résistent, et je suis pas sûr que ce soit un service à lui rendre. Je veux et je pense que Yacine pourra compléter ce point-là, mais quand Mbappé s'exprime sur le rôle qu'il a en équipe de France par rapport au rôle qu'il a au PSG, faut surtout pas oublier que c'est un sport collectif et que d'avoir parmi les meilleurs passeurs du monde, c'est peut-être pas non plus une position désagréable au PSG, et que à s'éparpiller et à prendre trop de causes ou de combats, il peut peut-être s'éloigner de sa performance terrain. Et si on regarde la performance terrain de l'année dernière, si le PSG n'a peut-être pas été là où on l'attendait, Mbappé a fait une très très belle saison. Et il est sur une période qui est peut-être un peu plus délicate actuellement, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité. Mais ça, je laisse coach Yacine compléter. Oui, je vais donner justement la parole à Yacine après, mais je voulais d'abord entendre Jean-Baptiste sur le nouveau rôle qu'a Kylian Mbappé, que ce soit au Paris Saint-Germain, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est sur l'équipe de France. Il faut dire que tout découle de ce qui s'est passé cet été, Jean-Baptiste. Les relations avec le président Macron, le fait que tout le monde le supplie de rester en France, que le président Macron lui a dit que c'était quelqu'un de très très important pour le rayonnement de la France à l'international, etc. Et aujourd'hui, on voit que c'est presque le boss de cette équipe de France, voire de la fédération. Il a fait plier la fédération en quelques heures. C'est du jamais vu, Jean-Baptiste. On est d'accord?
je pense que c'est la première fois que dans une équipe comme l'équipe de France, et même dans une équipe de sport en France, on a quelqu'un qui dépasse à ce point-là l'équipe, au point que quasiment tout le monde s'aligne. On sait que dans l'entrevue entre Noël Le Graët et la ministre des Sports, on a abordé le cas Mbappé. On sait qu'Emmanuel Macron, mais aussi Nicolas Sarkozy ont joué un rôle dans la prolongation du contrat. Aujourd'hui, Mbappé, on a la coutume de le dire avec Clément Pernia, donc qui est pas parmi nous, hein, qui prend le soleil en Espagne. Voilà, on a l'habitude de dire que l'homme politique aujourd'hui en France le plus audible et le plus écouté, c'est Kylian Mbappé, mais force est de constater que c'est le cas. Et aujourd'hui, on le voit, il est plus important que cette équipe, et c'est là où est le problème. C'est là où je suis complètement d'accord avec Vincent. C'est que au PSG et en équipe de France, on a un souci. C'est que vous pouvez pas avoir un joueur qui dépasse à ce point-là le cadre, parce que derrière, c'est plus un sport d'équipe. Il va d'abord faire valoir ses intérêts au détriment de l'intérêt collectif. Là, il y a personne pour réguler. C'est là aussi où on voit la faiblesse et les problèmes de gouvernance de la fédération. Parce que normalement, ça aurait dû être réglé d'abord en amont. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Hein. Et puis, s'il s'est exprimé, c'est aussi parce qu'une bonne partie de ceux qui avaient contracté avec l'équipe de France, je parle des marques hein, là, utilisaient systématiquement son image. On sait que dans les contrats, normalement, vous avez le droit d'utiliser 3 à 5 joueurs et que systématiquement, il était associé et souvent, les marques se servaient d'abord de son image et donc il était beaucoup plus associé aux événements et aux opérations que les autres. Alors lui, je crois, JB, pour t'interrompre sur ce sujet, je crois que Intermarché avait utilisé son image après l'élimination à l'Euro avec un slogan qui avait fortement déplu à Kylian Mbappé, qui s'était posé la question, dire pourquoi on a utilisé juste ma photo pour m'associer en fait à l'élimination de l'équipe de France lors de cet Euro. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement important en termes de visibilité et de capacité à toucher des publics que les autres ne touchent pas, qu'on va systématiquement aller vous chercher. Et beaucoup contractent avec l'équipe de France ou sont restés, ou ont augmenté leur proposition pour ça. C'est un atout hein, sportif, c'est un atout commercial, c'est un atout marketing. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le joueur, il est seul avec son entourage pour gérer ça. Et là, on est face à un problème de croissance hein, qu'on voit aussi en NBA. C'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez à un certain niveau, il n'y a plus personne. L'air se fait rare et vous avez tendance à faire soit n'importe quoi, soit à être dans le rapport de force immédiat en étant persuadé que vous l'emporterez. Et là, on a une autre image de Kylian Mbappé, on a une face sombre. Il y a juste une précision hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est pas une question d'argent pour Kylian Mbappé parce que les primes il les reverse complètement et intégralement à des associations. Donc c'est juste une question d'association d'image qui souhaitent pouvoir gérer ou en tout cas accepter ou refuser. On a parlé de KFC, mais c'est vrai que on se rappelle tous de l'image de Cristiano Ronaldo qui repousse une bouteille de Coca. Et voilà, on est à peu près dans le même genre de combat. Tu voulais ajouter rapidement quelque chose, Vincent, avant que je donne la parole à Yassine? Oui, parce que JB l'a précisé, c'est-à-dire que normalement les partenaires de la fédération utilisent entre 3 et 5 joueurs dans leur campagne. Mais dans la volonté de Kylian Mbappé, c'est d'être associé au choix des partenaires, ce qui me semble très compliqué, voire trop compliqué, parce que un joueur qui rentre là, par exemple, les joueurs qui ont été appelés en équipe de France pour jouer contre l'Autriche, certains ont vu l'équipe de France pour une fois et la reverront plus jamais. Est-ce qu'il faut leur demander leur avis sur les partenaires ou pas et ça va tourner en permanence. Donc ça paraît très compliqué. Et si derrière ça fait jurisprudence, prenons le cas d'autres sports. Imaginons que derrière, sur ce schéma-là, les joueurs de l'équipe de France de basket, qui a été finaliste de l'Euro, il y a des joueurs de NBA dont la valeur marketing est clairement supérieure à des joueurs qui évoluent en France ou en Europe. Imaginons que ils fassent ce qu'on pourrait appeler une Mbappé. La fédération elle aura beaucoup de mal à se financer parce que une équipe de France avec les joueurs de NBA ou sans les joueurs de NBA, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on peut comprendre pour des raisons de valeur et non pas d'argent, parce que tu as raison, Mousse, quand il a ses primes, en général, il les reverse à son association. Donc il faut pas lui mettre sur le dos la volonté de faire plus d'argent. Je crois pas à cette dimension-là, mais sa position, elle crée des problèmes opérationnel pour la fédération dans son pilotage et après des problèmes de valorisation dans la redistribution potentielle parce qu'après ça vaut plus le même prix.
Merci Vincent. Yacine, on vient de parler de la responsabilité de Kylian Mbappé. On a évoqué peut-être un peu des côtés négatifs, mais le positif, c'est aussi qu'un joueur prenne position sur ce genre de sujet. On a toujours tendance à lire ou entendre que les joueurs de foot ne pensent qu'à l'argent et se fichent complètement du reste. Là, encore une fois, Kylian Mbappé, et ça concerne aussi beaucoup de joueurs d'équipe de France. Hein. Ce n'est pas que Kylian Mbappé, beaucoup reversent pour leurs diverses associations. C'est aussi une bonne chose qu'un joueur parce que lui a du pouvoir, Mbappé, et peut-être que si ça avait été un autre joueur comme, je sais pas moi, Lloris ou Hernandez ou qui tu veux, ou Griezmann, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Et là, on sait que quand même, Kylian Mbappé, il est suivi par la majorité de ses coéquipiers en équipe de France. C'est aussi une bonne chose qu'un joueur s'intéresse à ces choses-là. Alors, c'est une bonne chose qui s'intéresse. Après, ça le concerne aussi, parce que malgré tout, il est associé à des marques qui Oui, parfois le dérangent. Donc, c'est plutôt logique. Rappelons que la convention a daté quand même de 1998, on est en 2022. Bon, il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis, parce qu'en 98, la France, quand elle gagne la Coupe du Monde, donc cette convention entre les deux parties, le foot en France, c'est rien du tout. Et 98, c'est l'explosion des stars du football. On commence à les voir. D'ailleurs, Yacine, donc, ouais. c'est drôle parce que déjà à l'époque, c'était un géant du fast-food américain qui était sponsor de l'équipe de France. Hein. On va pas le citer, mais pour pas faire de pub, mais bon, vous voyez de qui je parle. Ouais, mais donc voilà, donc il faut bien comprendre qu'il y a quand même une évolution et c'est logique. L'image, tout ça. Alors, d'ailleurs, juste une précision. Alors, c'est avec Vincent qui a dit la Fédé reverse 100 millions. Euh, je crois pas. La Fédé elle reverse entre 15 et 20 millions d'euros sur le budget au football amateur. Et justement, et ça c'est vérifiable dans le rapport de la Cour des comptes. Et c'est justement un des problèmes qui se posent avec le football amateur, c'est que avec un budget de 250 millions, il faut savoir que la Fédé reverse entre 15 et 20 millions au football amateur et que le budget marketing, et notamment les gens qui sont employés, etc., il est plus important que ce que tu reverses au football amateur. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Après, peut-être qu'il y a Non, d'autres choses à côté. tu as plusieurs éléments. Tu as un reversement de cash, tu as la prise en charge de cadres, tu as aussi des dotations matérielles. Donc, c'est tout ça qui fait 100 millions. Voilà, Okay. Voilà. Donc voilà, après, alors, ensuite, il y a Mbappé. Apparemment, Yacine, juste pour rectifier ce que tu viens de dire, la dernière convention, la première date de 98, mais celle qui a été mise en place récemment date de 2010. Merci pour la précision, Jean-Baptiste. Après 2010, on est quand même dans encore une autre période. Donc, ouais, t'as raison, c'était avant Instagram et Twitter. Donc, c'était pas le même monde. Voilà, c'était avant les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors, ensuite, c'est très bien qu'ils prennent position. Il y a aucun problème. Moi, j'ai pas du tout de problème. Et je vais même dire mieux. Il y a beaucoup de fédés, et là, on va élargir au monde, qui se servent de l'image des joueurs, évidemment, qui en récoltent les fruits et qui reversent rien du tout. Donc, et notamment en Afrique. Donc voilà, ça, il y a aucun problème là-dessus. C'est normal que les joueurs prennent position et qu'ils aient envie d'être associés à des choses. Le problème, c'est que Vincent en a parlé. On va venir après sur le côté sportif. Mais le premier problème, c'est à quel moment, jusqu'à quand tu es audible et crédible. Parce que quand tu prends position comme ça sur des, rappelez-vous, il y a quelques mois, puisqu'il a quand même commencé, tu l'as dit, la discussion elle a commencé il y a un moment, et au mois de mars, il a eu un premier rapport de force où il a dit je fais pas la photo. Non, je fais pas les actions commerciales. Il n'a pas participé aux opérations commerciales lors du rassemblement. Voilà. Mais tout de suite, rappelez-vous, tiens, tu veux pas avec l'équipe de France, mais ça te dérange pas de poser pour telle marque qui correspond à la même chose, c'est le même domaine, mais là, c'est pour toi, ça te dérange pas. Donc, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut être presque irréprochable. Parce que les combats que tu mènes, ils sont justes, ils sont bons. Mais si tu dis, je veux pas de la malbouffe, KFC en équipe de France, mais que demain tu signes avec McDo, il y a un problème. Donc, c'est évidemment, il y a la crédibilité et tout ce que tu vas faire derrière. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va jouer justement sur ton image. Et donc, après, pour revenir là-dessus, sur tes performances. Parce que tout Mbappé qu'il est, quand tu es attendu parce que tu te mets en avant, en fait, à un moment donné, tes performances, elles sont aussi attendues. Et c'est obligatoire que ça joue sur ton mental, sur ta façon d'aborder les matchs.
parce que tu es scruté, parce que tu es attendu, parce qu'il y a une pression qui est plus importante. On nous dit, oui, il gère la pression depuis toujours. Mais croyez-moi que déjà, quand tu gères la pression à 20 ans, c'est pas la même qu'à 25 ans. Il y a d'autres éléments en jeu. Il l'a dit la dernière fois dans une interview, il a dit, j'ai compris que j'étais important en France. Moi, je répète que cette phrase, elle est pas grave hein, en soi, mais elle a un impact énorme. C'est-à-dire que le mec se dit, il y a un président de la République qui m'a appelé, qui m'a dit, faut que tu restes. Je suis quelqu'un d'important en France. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'impact que c'est ça, de dire ça? Donc, ces combats aujourd'hui, tu vois, quand il se permet de dire je fais pas la photo, oui, c'est un rapport de force, mais il le fait parce qu'aujourd'hui, il a eu le soutien de Macron pour lui dire en gros, on a besoin de toi, t'es important en France. Rappelez-vous les éléments qui étaient sortis d'une discussion ou d'échange entre Macron et je sais plus qui, où Macron disait il faut absolument qu'il reste, ou c'est primordial pour l'image de la France. Comme si Mbappé, ça faisait l'économie de la France, tu vois. Et donc, tout ça, c'est une pression qui est hyper importante. Qu'elle soit vraie ou pas, hein, moi je parle d'image. Hein. Donc, tout ça, ça va jouer sur lui. Et après, on n'est pas non plus au premier sportif qui prend des engagements. Dans l'histoire du sport en général, il y en a eu plein. On peut prendre le plus grand sûrement, Mohamed Ali. Voilà, c'est pas nouveau qu'il y ait des sportifs qui s'engagent. Le truc, encore une fois, c'est de rester audible et crédible dans tes combats. Voilà. Et la dernière chose, c'est moi je voulais insister sur le fait que là il s'est mis en avant. Et pourtant cette semaine, moi j'ai lu plein de papiers où on dit il est soutenu par les autres joueurs de l'équipe de France. Et moi ça me dérange ça aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui se cachent. S'ils le soutenaient réellement, il fallait dire nous on fait pas la photo. Et je pense que là où Mbappé bénéficie un peu aujourd'hui de la bonne image dans son comportement, c'est-à-dire que tout le monde lui tombe pas dessus parce qu'on sait très bien que les gens vont dire ah les footballeurs ils sont toujours en train de se plaindre alors qu'ils gagnent des millions, etc. C'est qu'en fait il y a le dossier de la FFF. Et si la ministre a dit il va falloir renégocier tout de suite avant la Coupe du Monde, mais croyez-moi bien que si le dossier de la FFF il sort pas il y a 2 semaines, mais évidemment que c'est pas renégocié avant la Coupe du Monde. Et Le Gret il est tranquille, tu vois. Il y a aussi le contexte qui lui permet aujourd'hui de profiter de la situation et de dire moi je veux ça, mais de toute façon il y a un contexte parce que son avocate elle est maligne, elle a dû lui dire il y a un contexte, ils ne vont pas pouvoir lutter parce que si toi tu dis je fais pas les opérations comme ça, je fais pas la photo de groupe, il n'y a pas Mbappé sur la photo de groupe à 2 mois de la Coupe du Monde avec les dossiers qui sont en train de sortir sur la FFF. Mais évidemment comme par hasard le soir même, parce que regardez bien le communiqué de la FFF le soir même, hein. Ils ont appelé un mec au téléphone, il était chez lui sur son ordinateur. Il n'y a pas d'entête, il y a des c'est n'importe quoi. Mais ils l'ont appelé, ils ont dit bon, fais un communiqué, dit qu'on renégocie parce que là, ça sent pas bon entre les dossiers et ça. Demain, c'est parce que rappelez-vous bien qu'ils refusent de faire la photo le mardi, enfin pour le mardi, mais que l'histoire elle sort le lundi. Oui, mais le communiqué tombe lundi soir aux alentours de 21h. Mais bien sûr, pourquoi il tombe le lundi soir? Parce que demain, surtout pas de vague, on en a assez en ce moment. Entre les histoires Pogba, les histoires Amraoui, les histoires SoFoot, les histoires Molina, plus ça, là vous voulez nous faire exploser. Donc évidemment qu'il profite aussi du contexte. Mais il va pas falloir qu'il se rate dans le futur. Après, juste pour préciser, je suis pas trop d'accord sur le fait que ce que tu disais sur les joueurs qui le suivaient. Les joueurs, ils le suivent naturellement. Et pourquoi eux ont refusé? Parce qu'ils n'ont pas du tout le même pouvoir que Kylian Mbappé. Je rappelle que c'est pas la première fois. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, ou je sais plus si c'est Vincent. Il avait déjà refusé il y a quelques mois. Et logiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais un joueur lambda qui refuse, il est au minimum exclu du rassemblement. Et pour qu'il revienne, va falloir qu'il s'accroche. Or Mbappé, les joueurs, apparemment, ça les arrange. Apparemment, c'est pas des joueurs lambda. Non, c'est pas des joueurs lambda. C'est pas des joueurs lambda. Mais non, c'est pas des joueurs lambda, c'est Varane, c'est Griezmann. C'est écrit dans les papiers, Mousse. Ça pèse quoi, Varane et Griezmann face à Mbappé aujourd'hui, Yacine? C'est très bien. Mais Deschamps, il va pas exclure Varane et Griezmann. Que tu me dises, il va exclure Klose. Je veux bien. Mais par Varane et Griezmann, Mousse, quand même. Non, mais alors, peut-être pas exclure, mais au minimum, il y aurait eu sanction. Or, Mbappé n'a pas été sanctionné la première fois. Et il ne l'a pas été la deuxième. Pire, ils lui ont donné gain de cause. Quand je dis pire, tant mieux, hein, parce qu'il a sans doute raison sur la gestion et c'est son image. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends que les joueurs, les autres joueurs, ça les ait arrangés qu'Mbappé prenne seul le combat, parce que aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président de la République. Et pour revenir sur le côté individualiste, pardon, je sais pas ce que vous en pensez, mais le dernier
qui a eu ce statut un peu particulier dans un club, c'est Léo Messi. Et on sait comment ça s'est terminé. Et j'ai pas vu le maire de Barcelone à l'époque intercéder en sa faveur pour que le FC Barcelone accepte toutes les conditions de Léo Messi. Donc c'est vraiment a priori un cas unique au monde ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé en France. Je sais pas si vous voulez réagir, JB et Vincent. C'est la France, monsieur. C'est ça la France. C'est ça la France. Chez nous, ça arrive. Ça. Non, mais juste peut-être pour aller dans le sens de Yacine, c'est que l'importance médiatique et l'importance sportive de Mbappé font que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient intérêt à s'opposer à lui. Peut-être aussi que dans le vestiaire, il y a des joueurs qui ont pris ombrage de la place qu'il occupe médiatiquement et commercialement. Mais dans un premier temps, tant que le joueur te fait gagner, parce que quand tu es joueur, ce que tu veux, c'est gagner quand même. Et tu sais que c'est le facteur X, bah tu dis trop rien. Mais je pense que Yacine pourra mieux développer que moi là-dessus, mais c'est tellement compliqué un vestiaire et ce qui se passe à un instant, tu peux très bien rien dire et voir le problème ressurgir à un moment de tension, peut-être quand tu rates un penalty ou comme ça. On ne sait pas encore tous les contours de l'affaire Pogba, mais je pense que le vécu du penalty contre la Suisse, on l'a vu, avait créé des problèmes dans les tribunes et forcément a créé des problèmes dans le vestiaire. Donc attention à ce genre de phénomène. Moi je rajouterais une chose. Ça va aller dans le sens de Yass et de Vincent, c'est que dans un groupe sportif comme dans une entreprise, tu as des personnages clés. D'accord, t'as des joueurs qui sont finalement des talents, mais des talents supérieurs aux autres. Ceux-là, il faut les manager d'une certaine manière. Il faut considérer leur ego, il faut considérer toute chose, il faut les valoriser, il faut les mettre en avant, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire jusqu'au moment où ils ne respectent plus ce que tu appelles une institution, l'entreprise dans laquelle ils sont, où ils sont plus grands que cette dernière, tu as deux moyens. Soit tu te couches, soit tu montres et tu marques tes limites. Et on l'a vu avec le PSG, avec Neymar. On l'a vu soit parce que c'était absent, soit parce qu'au contraire ça a été souligné à un moment. Là, peut-être que Mbappé va devoir aussi affronter des limites et qu'il va peut-être avoir un retour de la gouvernance. Ce serait souhaitable. D'abord à Paris, on voit que ça pose des problèmes. On voit qu'il est beaucoup plus irritable qu'il ne l'était avant. En équipe de France, un joueur ne peut pas être supérieur à la sélection. C'est jamais bon. Et puis, il y a peut-être une chose, c'est que pour l'instant, ça gagne. En tout cas, il y a encore la possibilité de gagner. Imaginons que l'opération Les Bleus au Qatar vire à un remake de Nice Now ou un remake des Bleus en Asie en 2002, et vous allez voir que le premier qu'on va mettre en avant, ça va être lui, et il va falloir qu'il assume. Et pour l'instant, il n'a jamais eu littéralement de shitstorm ou de bataille médiatique à mener en étant celui qui est ciblé. Si, il y a quand même l'histoire du penalty raté. Oui, mais ça a duré. Ouais, d'accord, ok. Mais c'était pas à ce point-là, c'était avec Le Gret et il exigeait surtout d'être soutenu. Là, si les médias sportifs et les partenaires considèrent que il a déstabilisé le groupe, que le groupe a été fait en fonction de ses intérêts propres, que derrière son ego a pris le pas sur le reste et que ça se mesure dans le jeu, là on l'a vu tout sourire avec Giroud, c'était formidable, hein, c'était magnifique. Tout le monde y croit ou personne n'y croit, peu importe. On verra ce que ça donne pendant un mois à Doha, sachant qu'à Doha, il n'y a rien à faire et qu'il va falloir gagner. Là où tu as raison, JB, c'est que si ça se passe mal à la Coupe du Monde et avec le PSG, il sera forcément le premier pointé du doigt par ses coéquipiers en équipe de France et sans doute par ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. Et juste pour revenir, mon cher Yacine, sur Griezmann et Varane, et tu me disais qu'il était super important. Varane, c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il est à Manchester. Ben oui, parce que j'aime bien, moi, ce genre de débat. Parce que si Griezmann, aujourd'hui, qui est pareil, sportivement, ne vaut plus grand chose, et il est prêté à l'Atlético qui refuse de le faire jouer plus de 30 minutes, sinon ils ont quelque chose à payer. Alors oui, peut-être qu'en équipe de France, effectivement, il a toujours un peu, il est toujours peut-être important, sportivement, quoique. Oui, je sais, mais et encore, Yacine, soyons francs, quoique Griezmann, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le Griezmann de 4-5 ans. Aux yeux de Deschamps, il est intouchable.
Ah, je te le dis. Oui, mais je veux dire, Deschamps, sportif. ah bah, Ouais, si, sans doute. bah, c'est Oui, ça le là-dessus, tu problème. as C'est raison. qu'il est titulaire à Oui, il a fait 68 matchs titulaires d'affilée, un truc comme ça. ouais, mais bon, est-ce qu'il C'est ça apporte que je vraiment parle de quelque leur chose? statut par rapport à Deschamps. Non, mais ça, Ah oui, après, oui. d'accord. Moi, je pensais que tu Mais parlais dans du le jeu, il statut y a pas. sportif. Non, 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 mais non. Du statut tu par as rapport à raison. Deschamps. Parce que Varane, c'est pareil, hein, à Manchester United, on a l'impression que lui aussi, il a été victime du marabout de Pogba. Hein, parce que on l'a pas Et, beaucoup vu. Hein. entre parenthèses, ce marabout quand même est vraiment efficace, hein, parce qu'il faut voir qu'il Ouais. y en a certains qui ont fait des matchs très mauvais ces derniers temps. Peut-être qu'on aura besoin de C'était un forfait, hein. C'était un forfait, hein. Il y avait plusieurs. Ah, c'est un forfait. Ah, ouais. Il a ciblé Est-ce Marseille, que, bon, peut-être. En un, Ligue des Champions. un dernier Pardon. Moumous. Non, non, Tu non, vois, tu m'as parce que, vexé. Alors non, 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 si, si. je rigole. Non, parce qu'on parle on parle beaucoup, en fait, des Oui. combats économiques, finalement. Et tu vois, là aussi, quand moi, je parle d'être audible et crédible et aux yeux des gens, finalement, c'est que, les histoires qui sortent là, encore une fois, on parle de contrats, d'images, de sponsors, et il n'y a pas de problème, et on l'a déjà dit dans un podcast qu'on a fait au mois de mars, que Mbappé reversait Oui. ses primes, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, j'aimerais bien aussi de temps en temps que les joueurs, quand ils se mettent en avant comme ça, ils mènent d'autres combats, notamment sur la violence sur les terrains chez les jeunes, notamment la violence contre les arbitres dans le football amateur. Ce serait bien aussi de temps en temps qu'ils arrêtent, enfin, qu'ils mènent pas que des combats d'image sur la bouffe ou sur l'économie, mais qu'ils se mettent en avant un peu quand il y a des arbitres qui se font défoncer le dimanche matin en district, parce que c'est aussi hyper important. Parce que quand Mbappé va dire, les gars, attendez, sans arbitre, vous pouvez pas jouer. À un moment donné, l'arbitre, c'est le jeu. Il se trompe comme toi, tu rates des buts. Et ben, l'arbitre, il se trompe. Ça peut avoir un impact quand même malgré tout. Plus que tout le temps dire, mangez pas des KFC ou de Big Mac, etc. Voilà, ce serait bien aussi enfin, voilà. Je pense qu'il y a aussi d'autres combats où ils peuvent être importants. Voilà. Là où tu Mais as il me raison, semble qu'il y avait, il me semble qu'il y avait une campagne, Yacine, il y a un an ou deux, il n'y avait pas une campagne avec joueurs et arbitres pour le respect des arbitres, non? Peut-être que je me trompe, mais il me semble que non. Il y a toujours, en fait, il y a toujours des mini campagnes. Ouais. Tu sais, la fameuse histoire, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais oui, c'est Il y a ça. toujours. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils s'engagent réellement à titre presque personnel. C'est-à-dire que quand tu tweets, ok, tu tweets sur tel truc, mais tweet sur un arbitre. Parce que ton tweet, tu sais très bien le bruit qu'il va faire. Tweet quand un arbitre se fait agresser le dimanche et qu'on en entend parler. Alors, en plus, on n'entend pas parler de toutes les agressions, malheureusement. Mais quand il se passe quelque chose, ben voilà, ce serait important aussi de vous engager un peu personnellement, quoi. Et là, tu vois, c'est là Vas-y, où, Gilbert. Yacine, on mesure les limites aussi du phénomène Mbappé. C'est-à-dire que là, comme il est plus joueur, il est attendu comme conscience morale. Et il est attendu comme référent social. Le problème, c'est qu'il peut pas s'engager pour tout. Je suis entièrement d'accord, hein, sur tout ce qui concerne le jeu, il doit y aller. Mais maintenant, regarde, tu vois la campagne d'Amnesty International, par exemple, ils sont allés le chercher. Évidemment qu'il n'a pas répondu sur le Qatar. Évidemment qu'il peut pas répondre pour des raisons, là encore, évidentes. Ouais, Un, il a pas envie de se évidemment. mettre à dos son employeur. Deux, il va quand même aller disputer la compétition là-bas. Trois, la FIFA n'aurait probablement pas forcément aimé ce type de communication, sans parler de ceux qui contractent avec lui. C'est tout le problème d'Mbappé aujourd'hui. Comme il est plus grand que son équipe, que la sélection, il est même aujourd'hui plus grand que le sportif qu'il représente. Et on a fait les mêmes critiques à Michael Jordan, et il était à un autre niveau de sa carrière quand même. Et aujourd'hui, les critiques poursuivent Jordan. Parce que à un moment donné, socialement, il n'a pas fait ça. Alors, il a pris position pour les violences finalement infligées aux minorités. Il s'est engagé dans BLM à l'époque où finalement tout le monde le faisait. On l'a vu, on se souvient du match contre Basak Seir, où c'est lui qui s'énerve en disant non, mais moi je reprends pas le match, et il convainc avec d'autres ses coéquipiers de pas y aller. Mais aujourd'hui, c'est tout le problème. Comme il est devenu un homme politique, il est interrogé sur tout. Et le problème, c'est qu'il a plutôt tendance à faire une Sandrine Rousseau qu'autre chose dans certains cas. Et que c'est un sport collectif. C'est un sport collectif parce que si c'est un sport individuel, un garçon comme Federer, il a très bien pu gérer son image et t'es pas mis en porte-à-faux. Là, sport collectif, c'est plus compliqué. Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu avais dit, Yacine, sur Mohamed Ali. Et on rappelle que Mohamed Ali avait refusé de rejoindre. Je crois qu'il il devait participer à c'était contre la guerre du Vietnam, il me semble, Yacine. Oui. Et donc, il n'avait pas pu poursuivre sa carrière pendant un certain moment parce qu'il avait refusé de rejoindre l'armée et de faire cette guerre contre le Vietnam. C'est une autre époque, évidemment. Donc voilà, c'était bien, c'était juste pour le préciser. Et tout à l'heure aussi, Vincent, parce que j'ai complètement oublié, tu parlais
où tu disais qu'Mbappé était un peu moins bien cette saison. Alors statistiquement parlant, il est à peu près sur les mêmes standards. C'est surtout, mais là où tu as raison, peut-être, c'est dans Sur l'état l'efficacité. d'esprit. Ouais, et puis c'est l'état d'esprit surtout qui mène à une inefficacité, pardon, parce qu'il y a le côté un peu soliste et aussi Oui, cette mais petite guerre d'ego entre Messi, Neymar et lui-même. Donc voilà, c'était juste pour en apporter fait, ce que je la voulais dire, et je pense que Yacine pourra compléter, c'est que l'année dernière, dans un PSG qui était dans une saison qui était compliquée, Non, mais il a n'ayons pas sauvé peur des mots, bien. qui était nul. Voilà. Ouais, mais Et qui est dirigé par Pochettino. Voilà, faut le dire. il a permis de se sortir de nombreux matchs sur des Bien sûr. exploits Ah bah, individuels. Et non. là, on a l'impression que par moment, il mange beaucoup d'occasions. On avait l'impression qu'il avait progressé d'un point de vue efficacité. Quand on regarde, parce que lui, il est dans ses stats et dans des comparaisons, mais quand on regarde actuellement l'arrivée de Haaland en première ligue, l'efficacité et le nombre d'occasions dont il a besoin pour marquer, voilà, peut-être, mais encore une fois, Yacine va pouvoir compléter, mais peut-être que si par moment il était dans un jeu plus simple comme faire la passe à Neymar contre la Juve et que ça fait 3-0 au lieu de faire 2-0, eh ben c'est peut-être pas le même match. Et là, c'est, je pense là-dessus où il faut peut-être qu'il se recentre et qu'il n'aille pas sur tous les combats parce que quoi qu'on en dise, ces combats-là, ça bouffe de l'énergie et l'énergie à un moment donné, bah, ça se retrouve aussi sur le rectangle vert. Alors, c'est le sujet qu'on va traiter demain, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mince. Pour les amateurs, non, c'est pas grave, mais c'est juste pour que Yacine il va garder tous ses arguments pour demain. Mais c'est vrai que j'avais oublié de dire en début de podcast, pour les amateurs du hors-jeu capital, une bonne nouvelle, il y aura un deuxième podcast demain et on fera un premier bilan du début de saison du PSG et évidemment qu'on va aborder le cas Mbappé. Donc voilà, c'est pour ça, mais je sais que vous êtes des fidèles du podcast, donc vous verrez la réponse de Yacine demain concernant Mbappé. Sur le droit d'image, je pense on a fait le tour parce qu'on a quand même on est resté longtemps sur le sujet et on a encore deux autres sujets à aborder. Alors sur la gouvernance de la FFF et les dossiers qui sont sortis, on va essayer de faire court pour garder un peu de temps aussi pour parler du boycott de la Coupe du Monde. Alors je vais pas revenir sur tout ce qui est sorti concernant la Fédération française de foot, mais on va au moins revenir sur le cas de Noël Le Graët. Je vais te donner la parole Yacine parce que c'est un sujet que tu connais bien. Déjà, si tu peux expliquer à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être pas au courant, comment est gérée la Fédération française de foot, comment on met à la tête, parce qu'il s'agit d'élections, Yacine, hein, tu expliqueras tout ça, même si la Fédération française de foot dépend du ministère des Sports, mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette fédération, et ça date pas que de Noël Le Graët, hein, ça date voilà, de 10, 20, 30, on peut remonter très très loin. Ces histoires d'entrisme, de connivence avec les politiques, on fait rentrer les amis, on fait croquer les copains, on écarte les ennemis. Il y a une forme d'omerta au sein de la Fédération française. Il faut surtout pas parler, il faut surtout pas critiquer, sinon tu perds ton job. Comment on en est arrivé là, Yacine, et surtout comment Noël Le Graët peut rester encore aujourd'hui et lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar? Comment peut-il rester président de la Fédération française de foot après tout ce qui vient de sortir? Alors, la fédération, déjà, il faut savoir, c'est donc elle qui gère tout le football. On entend beaucoup parler de la Ligue de football professionnel, mais la Ligue de football professionnel est en dessous de la Fédération française de football. Elle dépend de la Fédération française de football. Après, elle a la délégation pour gérer le football professionnel, mais elle est en dessous. Donc, la fédération, elle gère tout le football, professionnel, amateur. Ensuite, il y a, elle est donc délégation de service public par rapport au ministère. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment qu'elle dépend du ministère, mais malgré tout, dans le football, il y a toujours des mais. Il y a des statuts qui vont avec la FIFA, et la FIFA ne tolère pas l'ingérence politique dans les fédérations qui sont affiliées à la FIFA. En gros, ça veut dire que si demain, le ministre des Sports dit je vire Noël Le Graët, la FIFA peut dire bah ok, la France ne fait pas la Coupe du Monde. En gros, hein, je schématise, mais c'est arrivé à des pays africains. Oui. Tu te rappelles du cas Manuel Valls sur Benzema? La FIFA, il me semble qu'elle avait mis une sorte de rappel à l'ordre en disant que il n'était pas du tout dans son rôle. Naxna, quand le gouvernement avait réagi, ben oui. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir parce que
même si c'est la France, évidemment que la FIFA ne dira jamais à la France, vous faites pas la Coupe du Monde parce qu'il y a une ingérence politique. Mais malgré tout, c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que les politiques, quand ils prennent une vraie décision ou quelque chose de fort sur la fédération, ça a un impact au niveau de la FIFA. Que ce soit un rappel à l'ordre, que ce soit des choses, c'est ça un impact. Donc c'est pas anodin. Donc malgré tout, voilà. Alors après, il y a les élections. Il faut savoir que les élections, on vote pour des listes. Il y a un certain nombre de voix qui ne correspondent pas à tous les clubs. C'est pas un président, une voix comme ça existe aujourd'hui au rugby, mais c'est un pourcentage du football professionnel, du football amateur, de l'environnement de la fédération, etc. Donc il y a plusieurs entités. Et en fait, on vote pour des listes pour aller dans le sens de pour aller sur la liste de Noël Le Graët. Dans la liste de Noël Le Graët, par exemple, vous avez retrouvé cette année son plus grand opposant pendant 10 ans, Jamel Sanjak, voilà, qui a décidé d'être sur sa liste d'un coup. Vous avez Marc Keller, dont tout le monde dit que c'est le potentiel successeur, parce qu'en fait, c'est pas réellement d'élection, c'est presque une royauté. On coopte son futur successeur. C'est la Corée du Nord, Yacine. Ouais, pas loin. Pas loin, non, mais on rigole, mais on n'en est pas loin. Parce qu'après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces listes, donc, il y a après le comité exécutif de la fédération qui élit le président. Et évidemment, sur la liste, sur la liste de Noël Le Graët, c'est Noël Le Graët qui est candidat et que le comité exécutif va voter pour Noël Le Graët tranquillement, etc. Ça, c'est un premier problème parce qu'en fait, quand on connaît l'impact du président de la Fédé sur toute la saison, quand on connaît comment est composé le comité exécutif, là aussi c'est dans mon livre, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comment est composé le comité exécutif de la fédération, il n'y a pas de surprise. Et il y a énormément de gens qui ont essayé de monter des listes pour concurrencer Noël Le Graët, notamment par exemple l'ancien président de la Ligue, j'ai oublié le nom, mais Frédéric Thiriez. Voilà. Il y a eu Emmanuel Petit aux élections, pas celle-là, mais celle d'avant, qui a essayé de monter une liste. Et c'est Luis Fernandez aussi, il me semble, Yass. Luis Fernandez, il a essayé, mais il a vite abandonné, il s'est même pas mis sur une liste. Voilà, il y a Michel Moulin. Je veux dire, il y a beaucoup de gens quand même connus, qui ont un impact dans le football, qui ont essayé de monter des listes. Mais c'est pratiquement impossible d'être élu. Tout est bien verrouillé, voilà, c'est comme ça, et c'est très compliqué. Et en fait, moi aujourd'hui, le vrai truc, c'est que le fonctionnement de la fédération aujourd'hui, il est archaïque. Il est archaïque dans tous les domaines. Il est archaïque dans sa façon les élections, il est dans sa façon de fonctionner, dans ce qui se passe dans les bureaux. Parce que là aussi, moi, je vais dire la vérité, hein, j'avais pas connaissance de tous les dossiers pédophilie, harcèlement sexuel. Il y a pas, voilà, je vais pas m'inventer. Par contre, on sait très bien que le harcèlement, oui, on sait tout ça. Voilà, dans le milieu, ceux qui ont travaillé dans le milieu connaissent tout ça. Après, on n'a jamais de preuves. C'est pour ça que c'est compliqué aussi. Demain, moi, je peux très bien aller balancer un tweet et dire oui, à la Fédé, il y a du harcèlement et tout. Mais moi, si on vient m'interroger, ouais. C'est pire que ça. C'est-à-dire que je crois que c'est même pas qu'une question de preuve. C'est aussi que les victimes n'osent même pas parler parce qu'elles savent que non seulement elles vont perdre leur boulot, mais qu'elles seront cramées partout et qu'elles ne sont même pas sûres de retrouver du travail. Et c'est en ça que je parlais d'omerta, parce que c'est comme, je vais peut-être exagérer, mais c'est l'impression que c'est même un système mafieux. Oui, mais c'est un système de toute façon. Mais juste pour après, je vais laisser la parole aux autres vite fait. Mais ce que tu dis, c'est important parce que en fait, quand vous avez un poste à la Fédé, en fait, vous êtes quelqu'un entre guillemets. Voilà, vous travaillez pour la Fédération française de foot. Et les gens qui ne parlent pas, c'est aussi ça. On le sait très bien. Il y a des entreprises où on n'ose pas parler parce qu'on a l'impression que dans cette entreprise, on est quelqu'un, on travaille pour une grosse société, etc. Donc ça déjà. Mais ce qui est important surtout de savoir, c'est que les statuts en fait des gens. À la Fédé, t'es fonctionnaire. Hein. Tu dépends du ministère, etc. Donc, tu as un statut de fonctionnaire, donc tu as une sécurité de l'emploi. Il y a plein de choses qui vont autour. Et effectivement, il y a cette omerta. Et quand tu dis personne ne parle, alors, personne ne parle à visage découvert, entre guillemets. Oui, mais oui, en ça, off, voilà. En off, non, mais je veux dire, les gens parlent quand même. C'est pour ça qu'on sait des choses. Quand tu non, quand je te dis pas, c'est-à-dire qu'ils vont pas déposer plainte, ils vont pas. C'est ça que je te parle, il y a ça. Voilà. Il y a eu des plaintes, mais là aussi, elles sont camouflées, c'est-à-dire que on essaye de pas les faire sortir parce que, par exemple, dans tous les dossiers qui sortent en ce moment, normalement la fédération aurait dû alerter le ministère, elle ne l'a pas fait. Voilà, dans plusieurs cas.
Donc elle est en faute. Voilà. En tout cas, moi, je vais conclure vite fait. Il faut revoir le fonctionnement de la fédération à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des élections, les présidents. Il devrait y avoir des gens qui puissent présenter un projet pour la fédération et se présenter comme dans une élection démocratique normale. Il n'y a pas 40 personnes qui devraient avoir le droit de voter. Je rappelle quand même que la fédération, c'est 2 millions de licenciés, c'est 15 000 clubs. Il y a 46 personnes, un truc comme ça, qui votent pour 15 000 clubs, pour 2 millions de personnes. C'est pas normal. Et il faut revoir aussi tout le fonctionnement de la Fédé et de ce qui en dépend, c'est-à-dire notamment la DTN, voilà, les câbles, les statuts, etc. Voilà. Vas-y, Vincent. Oui, Vincent, pardon. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière ce dossier-là, c'est que c'est le modèle fédéral qui est à bout de souffle et qui a besoin d'être revisité. Parce que le problème de la Fédération française de football, on voit aussi que la Fédération française de rugby a quelques problèmes. On sait aussi qu'il y a des tensions à la Fédération française de tennis. En fait, il y a eu la Fédération des sports de glace. On peut les prendre les uns derrière les autres. Pourquoi ? Parce que, en fait, le modèle fédéral est un modèle électif en mode d'élection indirecte. Donc, vous pouvez, si vous connaissez tous les électeurs, vous pouvez commencer à discuter avec les électeurs et sécuriser vos votes. Et après, quand vous avez sécurisé vos votes, vous êtes redevable parce que vous avez certainement promis des choses pour être élu. Et après, vous allez devoir renvoyer l'ascenseur. Et c'est en partie ça un des gros problèmes du monde du sport. Après, il y a des problèmes de changement d'air. Il y a dans beaucoup de fédérations un management d'une ancienne époque avec des problèmes de mœurs. Le football a de gros problèmes certes, mais malheureusement ce n'est pas la seule fédération à avoir ce genre de problème. Vous mettez une nouvelle équipe en place, oui, mais c'est un peu comme une élection dans une municipalité. Vous changez les élus, mais vous changez pas les salariés. Et donc, vous allez avoir des points de friction, par exemple. Là, on voit qu'au niveau du CNOSF, avec la nouvelle présidente, c'est compliqué. Il y a de grosses tensions. Donc, je pense que oui, tout à fait. Qui vient de la FFF. Ouais. Et donc on voit qu'en fait là c'est tout le modèle fédéral français qui, à mon avis, est en fin de cycle. Ce que tu as évoqué, Yacine, est juste, c'est-à-dire que à un moment donné, est-ce qu'il faut pas aller vers des élections pures et simples, c'est-à-dire que chaque licencié dans un sport soit amené à se positionner. Mais voilà, il y a plein de questions, on n'a pas nécessairement toutes les réponses. En tout cas, on sait que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, il pose de grosses questions et je suis pas sûr qu'on soit capable de continuer dans ce modèle-là. Non, juste pour conclure sur le sujet, il faut faire vite, Yacine, parce que... Non, c'est juste pour répondre à ça, l'élection. Je pense que déjà, une voix par président, en gros par club, ce serait déjà un bon début. Après, peut-être pas tous les licenciés, mais déjà un bon début qu'un club puisse choisir son président, quoi. Pour finir sur le sujet, JB, on ne t'a pas encore entendu. Ouais, on en parlait avec Clément dans la République du foot, notamment quand on parle de la féminisation du football français. Le vrai problème, et là je peux être que d'accord avec Vincent et avec Yass, il est là, il est magnifique aussi. C'est que d'abord. Il y a aussi les hors-jeux du football français de Yacine aux éditions Talent. Pas je l'ai pas avec moi là. Non, il y a la question de l'adaptation à une nouvelle période, à un nouvel écosystème. Et aujourd'hui, le modèle bénévole plus salarié, il est en plein échec au CNOSF, il est en plein échec à la FFF. Le système électoral, il est lié au statut de la FFF, et pour changer le statut de la FFF, il faut une révision complète, et ça passe par le politique. Et évidemment, les gens ont pas envie de laisser la place. Donc, ça passe par une crise. Et aujourd'hui, on est dedans. Si vous regardez les 3 plus grandes fédérations françaises de sport collectif, il y en a 2 qui sont en crise structurelle avec leurs dirigeants qui devraient normalement quitter leur position en raison de leur comportement. C'est la fédération de rugby, c'est la fédération de foot. Alors la fédération de basket, pour l'instant, ça se passe bien, mais il y a eu des difficultés, notamment sur tout ce qui est championnat professionnel. Et le CNOSF, aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui ont créé une crise structurelle avec le Paris 2024 qui est dans 2 ans. La vraie question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité de changer ce modèle-là? Parce que ce serait un changement de paradigme complet. Est-ce qu'on est capable d'accepter une professionnalisation complète
on a pu voir que c'était compliqué dans beaucoup de pays, hein. Les Allemands ont mis longtemps à faire évoluer leur modèle, les Anglais aussi. C'est passé par une bonne décennie de creux à chaque fois. C'est pas forcément parfait parce que le tout business, bah, ça pose aussi d'autres questions. Aujourd'hui, on est dans cet entre-deux-là et on a la chance d'avoir une ministre des Sports qui est une des rares à connaître vraiment la totalité de ses dossiers, qui fait le job et qui est capable dans sa communication de rester juste en deçà de l'ingérence politique. On l'a vu avec le communiqué qu'elle a sorti justement sur la FFF, ou alors c'était un modèle de je les rencontre, c'était une réunion, elle a été constructive. Manière de dire, je leur ai mis la pression, parce qu'il y a énormément d'éléments qui ont fuité, et j'ai serré la vis en leur disant qu'il y aura un après Coupe du Monde. Mais ça, c'est toute la France aussi, c'est-à-dire qu'on a un mal fou à changer nos institutions quand elles dysfonctionnent, et aujourd'hui on est dans ce cadre-là. Cette impasse-là, on l'a ailleurs, hein. Et c'est toute la question justement de l'avenir du foot français. Je suis pas sûr que une victoire en Coupe du Monde nous rendrait le meilleur des services, par exemple. Merci messieurs. Je fais moi-même partie de la FFMK. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la Fédération française des mangeurs de kebab. Et effectivement, on rencontre beaucoup de soucis à l'intérieur de cette fédération. Il y a les pros salade tomate oignon, et puis il y a les Sauce blanche. harissa comme moi, donc voilà, sauce blanche. Donc voilà, on a du mal à se mettre d'accord, mais on va finir par trouver un compromis. Et d'ailleurs, Yacine m'a rejoint il y a très récemment, et lui est un pro sauce algérienne évidemment. Voilà. Pour finir samouraï, les gars. Sur samouraï, point, il n'y a pas de discussion. Formidable, samouraï. Formidable, évidemment. Allez, on va prendre 5-10 minutes, c'est un sujet important et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et Vincent a été au cœur de l'actualité cette semaine. On va parler de l'appel, que ce soit d'artistes, que ce soit de responsables politiques, de partis politiques, l'appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Il semblerait que les gens se réveillent 2 mois avant pour demander le boycott de cette compétition. Tu as été invité sur ce sujet dans pas mal de médias cette semaine et on t'a entendu déjà plusieurs fois sur ce sujet. Hein. Vincent Chaudel, je rappelle que tu diriges l'Observatoire du sport business et dans ton argumentaire, hein, tu prônes au contraire l'ouverture et justement il faut y aller au Qatar pour parler des problèmes parce que évidemment qu'il ne s'agit pas de mettre la poussière sur le tapis et de dire que tout va bien au Qatar, que tout est respecté, etc. Il y a des problèmes, on le sait. Il y a eu les morts sur les chantiers. Il y a comment sont traités ces ouvriers. On a vu récemment des images et c'est très rare ce qui s'est passé de manifestations d'ouvriers, parce que évidemment. Souvent, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers au Qatar ou qui ont travaillé sur les chantiers au Qatar viennent en général de la partie d'Asie, plutôt Bangladesh, Inde, tu me diras si je me trompe, mais aussi d'Afrique, sans doute du Maghreb, etc. Et pour toutes ces raisons, et puis aussi les questions liées aux droits de l'homme, que ce soit, je le disais, que ce soit des partis politiques, on a récemment vu un responsable de la LFI qui demandait un boycott total de la Coupe du Monde au Qatar. On a vu des artistes comme Roche Dizem qui s'exprimait récemment. Et donc toi, tu es un peu à contre le boycott. Lui, pardon, je pensais qu'il était pour. Alors voilà, j'ai vu passer. Et Eric Cantona qui était pour le boycott. Ouais. Eric Cantona, voilà, effectivement, lui est pour le boycott. Et donc, toi, Vincent, t'as avancé l'argument contraire que il fallait plutôt y aller et parler de ces sujets-là. Et tu as aussi expliqué que grâce à l'obtention de la Coupe du Monde à Doha, des choses avaient quand même un peu évolué au Qatar et qu'effectivement, ce genre d'événements en Mondiovision permettait aussi certaines avancées, que ce soit dans les droits de l'homme, sur plusieurs terrains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça, Vincent ? Alors oui, rapidement, le premier point, c'est, et ça a été évoqué tout à l'heure par Yacine, c'est que le sport s'est développé historiquement en voulant tenir à distance le monde politique, refusant l'intervention des politiques. Tu l'as expliqué, Yacine, par rapport à Naïsna, par rapport à Valls, etc. C'est un point très important parce que ça a permis au sport d'être peut-être un des derniers éléments de discussion quand il y avait des tensions dans certains pays.
C'est grâce au sport qu'on a pu voir des matchs entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est grâce au sport qu'on a pu faire pression à un moment donné et sur l'Afrique du Sud et l'apartheid. C'est grâce au sport que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont pu aussi se croiser par moments. On a pu voir aussi des Israéliens, des Palestiniens dans des compétitions, rarement certes, mais le Iran, États-Unis dans les coupes du monde. Voilà, le sport permet ça là où, en dehors du fait sportif, il y a des peuples qui ont du mal à parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que eh bien le fait que on découvre rien. Alors, je ne cautionne absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut pas se tromper. On va pas cautionner les morts, on va pas cautionner tout ça. C'est pas le Après. propos. Sauf que effectivement, ce levier-là fait que derrière une attribution, on peut mettre et relever à chaque fois notre niveau d'exigence pour faire bouger les lignes. Et effectivement, le salaire minimum, c'est jamais assez, mais a été multiplié par 4 entre le moment où on a attribué la Coupe du Monde et aujourd'hui. L'indemnisation pour les logements a été multipliée par 2. Tout ça, ce sont des éléments. Ce n'est pas assez, encore une fois. Quand on parle des morts, après, je reviendrai sur le point, mais en fait, ce qui me pose problème sur ce dossier-là, c'est le double langage d'une façon générale, et surtout le manque de vision de nos positions du monde occidental par rapport aux autres. Alors, quand je dis le monde occidental par rapport aux autres, c'est la 22e Coupe du Monde que l'on va vivre. 11 ont déjà été attribuées à l'Europe, 8 au continent américain, une en Afrique, et là, ça serait la première au monde arabe. Dans tous ces Coupes du Monde-là, beaucoup ont fait l'objet de corruption dans l'attribution. Ça a été reconnu pour l'Allemagne, ça a même été reconnu pour la France en 98. Ça a été, alors, si on pense que la Russie n'a pas usé de rien pour l'obtenir, moi je veux bien. Et donc, ça serait la première fois qu'il y aurait une corruption, et probablement que ça a été le cas. On va pas développer le dossier, mais ça serait la première fois qu'on réagirait et qu'on bloquerait tout. Et pourquoi on le ferait? Et on parle pas, Vincent, bien... des Jeux Olympiques de Londres, hein, ou qui avait été aussi sujette à pas mal Tony d'histoires Blair de à corruption. l'hôtel. Tony Évidemment. Blair à l'hôtel. Tous les votants sont passés par la Chambre et certains ont changé de vote. Étonnamment. Mais c'est l'Europe, donc on ferme les yeux, c'est pas très grave. Exactement. Et donc c'est là où il faut qu'on fasse très attention, parce que si la seule fois qu'on réagit, c'est par rapport à un pays arabe, on se rend pas bien compte de ce qui est en train de se faire, et comment les choses pourraient être perçues. Que derrière, on décide que on élève notre niveau d'exigence pour les attributions à venir, très bien, mais pourquoi on déciderait que certains pays seraient compatibles avec nos valeurs à nous, mais peut-être pas compatibles avec les valeurs des autres? Et ça peut être un vrai sujet à débattre. La prochaine Coupe du Monde, celle d'après, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, comment on les perçoit avec les Black Lives Matter? On les considère comment? C'est un pays où il y a la peine de mort dans certains États. On le considère comment? Et voilà. Donc, on a plein de contradictions. Une des contradictions, c'est qu'on parle des morts, tout à fait. Mais qui construit les stades? La plupart du temps, c'est des groupes BTP et certains sont français. C'est eux qui emploient. C'est eux qui emploient les personnes. Donc il y a plein de sujets de la sorte où moi ça me pose problème, sans nécessairement bien évidemment cautionner, c'est pas le sujet. Et je trouve que la position la plus intelligente sur ce dossier-là, c'est celle. Alors Roche Dizem a une très bonne position. Je vous invite à réécouter son intervention dans C'est à vous. Mais celle que je trouve très intéressante, c'est celle d'Amnesty International. Voilà. Amnesty International est contre le boycott, mais profite de cette situation pour négocier avec la FIFA pour qu'il y ait des indemnisations pour les travailleurs, etc. Donc, c'est de dire, bon, il y a un sujet qui est un vrai problème, mais il y a une situation, et utilisons cette situation pour que demain, ça ne se reproduise pas, ou que ça se reproduise mieux, dans de meilleures conditions. Et c'est ça, et on peut pas réagir comme ça. Enfin, on peut pas réagir. On réagit comme ça parce que d'une façon, et ça c'est peut-être la conclusion, mais qui est pas nécessairement optimiste,
c'est que on est dans un monde où une indignation en chasse une autre. Donc aujourd'hui, hier c'était les Ukrainiens, aujourd'hui c'est le Qatar, et puis probablement qu'on aura une autre indignation d'ici un mois ou deux. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, et tes arguments sont très très pertinents. Merci encore. Jean-Baptiste, toi aussi, qui est un spécialiste de la géopolitique, c'est vraiment un sujet qui te touche, et j'imagine que tu en parles aussi dans le livre qui a été réactualisé, hein, si j'ai bien compris. Ouais, le livre a été réactualisé. Là, depuis 15 jours, j'ai fait une vingtaine de médias pour en parler, et j'ai eu le même type de choses. Alors, je pense qu'il y a juste qu'il faut qu'on précise tout de suite, hein, parce que je me suis fait attaquer aussi sur les réseaux là-dessus. Je ne suis pas payé par le Qatar, et c'est pas parce que je suis supporter du PSG que ça m'empêche de penser. D'accord? Et que mon job, c'est d'être expert en géopolitique et d'être prof, et pas d'être un influenceur. Voilà. La première chose, moi, que je voudrais rajouter, c'est que, et je l'ai dit un peu partout, je l'ai dit dans l'IB, je l'ai dit ailleurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui se servent de cet événement pour faire leur propre campagne de com. Il y en a qui font du personal branding, et puis on en connaît, puis certains sont des potes. Hein. D'autres, clairement, se sont positionnés, notamment des hommes politiques qui vous disent clairement je vais m'attaquer au Qatar parce que c'est facile, c'est porteur, notamment quand dans mon groupe, on s'amuse à mettre des gifles et qu'on a un problème. C'est tout de suite beaucoup plus facile. Hein. Le tweet, par exemple, d'Alexis Corbière, c'est quand même assez drôle. C'est-à-dire attaquer tout de suite le Qatar, appeler au boycott alors qu'ils ont un problème interne. Bon, vous voyez par exemple l'excellent Yannick Jadot, hein, qu'on n'a pas du tout entendu sur le foot et qui d'un seul coup d'un seul se rend disponible pour l'équipe pour parler des problèmes qu'ils ont chez les Verts. Bah ça c'est bien parce qu'on en parle dans la République du foot. Hein, il y a 22 pages où on explique à quel point ils sont très concernés par le foot professionnel. Bon, une fois qu'on a dit ça, quand on connaît JB les accointances entre Mélenchon et des dictatures comme Cuba, son soutien à demi-mot à Vladimir Poutine, qui viennent nous faire la leçon sur ça. Sur la Russie, on les a abandonnés. Bon. Une fois qu'on a dit ça, là où je vais complètement dans le sens de Vincent, et je pense que là-dessus on est raccord, c'est que d'abord on est allés tous les deux au Qatar et on sait à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a un truc qu'on met en avant, nous, c'est la complexité, et puis l'absence d'hypocrisie, et puis de jugement simplement en fonction de son propre petit nombril. Moi, ce que je vois, c'est que d'abord, ce mondial, il a été attribué par la FIFA. Donc le premier problème, c'est la FIFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une instance qui a été capable de désigner un événement, qui a été capable de le donner d'abord à la Russie et au Qatar contre les États-Unis. Si cette fédération est faible, elle pouvait se réformer, elle pouvait revenir sur cette attribution. Elle ne l'a pas fait. Ça fait donc 12 ans qu'on est sur cette question-là. La deuxième, c'est que personne ne découvre que le Qatar organise ça. Et le business de l'indignation, c'est sympa, mais on voit pas mal de gens écrire des bouquins avant. Bah moi, c'est simple. Le bouquin que je vais écrire sur le Qatar, je le sors en mars, mais après. Parce que le plus simple, c'est de regarder ce qui va se passer. Et en l'occurrence, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui, justement, se mettent en avant en tant que caution morale et qui prennent de la hauteur en disant, regardez, c'est pas bien. Il y a des gens qui sont morts sur les chantiers, en oubliant que on a en France fait la même chose avec les travailleurs algériens et les travailleurs immigrés dans les années 60-70. Ceux qui ont construit la défense, Vincent en parlait, mais on parlait de toutes les études qui ont été menées, et là, c'est l'historien qui parle. C'est plus que 300 morts par an. Hein. Je rappelle aussi qu'en France, parce que le chiffre est intéressant, on est à plus de 300 morts par an sur les chantiers sur les 10 dernières années. C'est un chiffre qui est constant. Et que jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qu'on entend prendre de belles positions, on les voit pas sur cette question-là. Or, jusqu'à preuve du contraire, avant d'aller t'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, regardons peut-être ce qui se passe chez nous aussi. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que ce que ça pose véritablement comme question, c'est pas la nature autoritaire du régime du Qatar, tout le monde le sait. C'est pas le fait que ce soit pas une démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, ils s'en sont jamais cachés. Hein. Quand Ami Maltani prend la parole, on sait pertinemment qu'on est face à un régime autoritaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit aussi que le Qatar a avancé. Même Amnesty le reconnaît. Et Dieu sait que j'ai parlé avec eux, que je les connais, etc. Leur position, c'est la bonne. C'est-à-dire se servir de l'événement pour faire avancer la cause des gens là-bas, et pas simplement pour augmenter son nombre de followers sur les réseaux. Deux, derrière, essayer d'avoir une indemnisation pour ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés ou ceux qui n'ont pas été traités comme le Qatar avait dit qu'il le ferait, parce qu'il y a encore une marge de progression. Et même quand on discute avec des gens qui sont allés sur place, ils vous disent une chose. Et nous, on les a vus, les workers. Moi, j'ai discuté avec eux. J'en ai vu plein. C'est qu'à un moment donné, ils viennent aussi pour travailler. Et que c'est bien beau en France, quand on est à Paris, de dire « Ah là là, c'est pas bien ». Mais à un moment donné, il y a aussi cette dimension-là. Tout ça pour dire, et je terminerai par là,
que la vraie question qui se pose, et à mon avis, c'est à ça qu'on va aboutir, c'est que le Qatar et son édition 2022, ça va être un turning point, ça va être un tournant. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Pourquoi? Parce qu'après, on n'aura plus d'attribution des événements sportifs sans prendre en compte cette question-là. C'est la première fois qu'on parle des droits des travailleurs. Tout le monde a oublié que sur les chantiers en Russie, on avait des travailleurs nord-coréens réduits en esclavage. Ça a choqué personne. Tout le monde a zappé. Tout le monde a oublié que les préoccupations environnementales, tout le monde s'en foutait avant. Comme par hasard, c'est un pays arabo-musulman qui l'a, et là, c'est un drame absolu. Le bilan carbone de Paris 2024, moi j'attends de voir. Oui, j'attends de voir. Moi j'attends de voir. Moi, je parle pas avant, je parle après. Et en l'occurrence, le sport aujourd'hui est confronté à un vrai défi. Si on commence à enlever la totalité des régimes autoritaires et à ne pas parler aux gens parce qu'ils ne conviennent pas à nos intérêts, ben on fait une François Hollande, c'est-à-dire on se cache et derrière on enlève 40% des acteurs aujourd'hui du sport mondial. Donc soit on continue à faire du sport entre nous et à ce moment-là on se fait une Coupe du Monde version européenne, et encore parce que on met pas la Hongrie, on met pas la Pologne, on met pas tous les régimes qui sont en train de basculer vers le populisme, CF l'Italie, et on fait quoi après? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi regarder une chose. Le sport rapproche les peuples, le sport permet de faire avancer les choses, et le sport permet aussi, à un moment donné, d'intégrer tout le monde. On ne peut pas imposer nos valeurs aux autres, et là-dessus, on est d'accord. Après, il faut bouger. Et le sport permet ça. Cette Coupe du Monde ne fera pas changer radicalement le visage du Qatar, mais elle a fait évoluer une partie de la condition des travailleurs. C'est pas suffisant, il faut que ce soit pérenne, durable et que ça s'améliore encore, mais ça aura bougé. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est le pouvoir de transformation du sport. Et aujourd'hui, tous ceux qu'on entend qui appellent au boycott, soit ils savent pas qu'il n'y a aucun boycott sportif qui a été efficient et efficace. C'est simple, depuis 76 et les Jeux de Montréal, chaque fois qu'il y a eu boycott, appel au boycott, ça a servi à rien, figé la situation, crispé la situation. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et encore une fois, il ne s'agit pas de défendre le Qatar, il faut évoquer ces sujets-là, les sujets des droits de l'homme, les sujets des travailleurs. Évidemment qu'ils sont critiquables et il faut les critiquer. Mais ce qui est agaçant, dans cette histoire-là, c'est cette indignation à variation géométrie variable. Géométrie variable, pardon, un peu fatigué, je suis désolé. Géométrie variable, c'est le sujet qu'on voulait aborder. C'est pas évidemment qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Vincent, tu as commencé à parler des quelques améliorations qu'il y a eu. Jean-Baptiste, tu as raison de dire qu'il ne faut pas s'arrêter là et il faudra jeter un œil sur ce qui sera après. Tu as raison sur l'histoire du livre que tu sortiras au mois de mars. Avant de présager de quoi que ce soit, voyons voir ce qui va se passer. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'organisation, tout ça, parce que là, on parle vraiment du côté droit de l'homme, du côté social, etc., et aussi de l'ingérence des politiques qui voulant se faire bien voir à 2 mois, un mois et demi avant la compétition, crie au boycott, dit que c'est un scandale, je ne regarderai pas un match, etc., etc. Faudrait aussi voir, et tu en avais parlé, toi, Yacine, des relations entre François Hollande quand il était président et le Qatar, et aujourd'hui, maintenant qu'il est retraité. Voilà, bon, tu en diras un mot, parce que je vais te donner la parole. Si tu veux ajouter un mot, Vincent, avant de donner la parole à Yacine. Oui, parce que quand tu parlais des indignations à géométrie variable, le sujet, par exemple, moi que je souligne, c'est quand on parle des stades climatisés, par exemple. Stade climatisé, ok, ça veut dire qu'on va dépenser de l'énergie pour mettre du froid quand il fait chaud. Mais quand chez nous, on chauffe les pelouses, on chauffe les loges, c'est-à-dire quand on met de l'énergie pour mettre du chaud quand il fait froid, ça gêne qui? Personne n'en parle finalement. Et donc, c'est toujours la même chose, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et ça, quand moi je vais au-delà du sujet football et je dis, on se rend pas compte en Occident à quel point on crée des tensions, on se crée des inimitiés, voire des haines. Quand, par exemple, oui, il y a un sujet de réchauffement climatique, tout ça très bien, qui est conséquence de la pollution, très bien, mais les pays en voie de développement qui veulent se développer, l'Inde et autres, nous disent mais si le monde est pollué, c'est peut-être à cause de vous pendant des siècles qui avez tiré profit de votre position. Et c'est ça qu'on oublie en permanence. Nous, on donne la leçon en reprochant aux autres de faire des choses qu'on a fait déjà et qui expliquent en partie notre position forte. Ça va être compliqué. La fameuse culture de l'instant, Vincent.
Oui, 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 mais moi alors, on est face à de belles âmes, mais de belles âmes parisiennes ou tranquillement dans leur salon. Il faut voyager un peu et se rendre compte de l'image que l'on peut projeter et des tensions qu'il peut y avoir. Et moi, c'est ça qui m'inquiète aussi. Ouais, mais je comprends tout à fait. Yacine, c'est toi qui va clôturer sur ce débat et en même temps clôturer le podcast. Tout, comment tu réagis à tout ce que tu viens d'entendre? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit? Toi, en tant que vraiment amoureux du foot, et on sait qu'il y a des Coupes du Monde qui ont été attribuées à des pays voilà, qui avaient à peu près les mêmes soucis, des dictatures militaires. On se rappelle de 78 en Argentine. Et si on remonte encore un peu avant, il y a eu alors je sais plus si c'était les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, mais sous l'Empire nazi, c'est dans les années 30, avec Adolf Hitler. Tout ça existe depuis bien longtemps. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça, Yass? En fait, je pense que le sport, c'est une vraie vitrine. Et les deux événements les plus importants au monde, c'est la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et c'est les deux vitrines qui te permettent en fait de faire parler. Après, il faut le faire intelligemment. Et déjà, je pense qu'on est dans un monde qui est très compliqué parce qu'il n'y a plus de nuances. Tu vois, on parle des Mbappé, on parle de la Fédé. En fait, aujourd'hui, il faut être tranché. Si t'es nuancé, t'es un peu heureux, t'as peur de te prononcer, etc. Donc déjà, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si, bah, on peut reprendre l'interview de Vincent sur le Qatar, qui est passé sur RTL et tout, t'as l'impression que s'il dit pas, oui, le Qatar, c'est pas bien, en gros, son interview, elle sert à rien, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Le monde, il est pas blanc ou noir. Il y a plein de teintes en fonction déjà de ton regard à toi. Parce que aujourd'hui, nous, on s'interroge entre occidentaux, parce que moi, j'habite en France. Mais va interroger des gens qui n'ont pas notre culture. Est-ce qu'ils vont dire la même chose que nous sur le Qatar? Non. Parce que déjà, on n'a pas le même regard, et pas la même culture, pas la même histoire, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais peut-être donner une info à tous ces indignés. Les mêmes qui construisent les stades au Qatar avec les problèmes qu'il y a, évidemment, on va parvenir sur les entreprises européennes. On a parlé d'entreprises françaises, il y a aussi des entreprises espagnoles qui appartiennent à un certain président d'un grand club européen. Mais je vais les rassurer, quand vous allez vous faire plaisir à Dubaï, c'est les mêmes ouvriers qui ont construit les mêmes bâtiments dans les mêmes conditions. D'accord? Mais ça vous indignait pas parce que comme vous alliez après là-haut sur la tour Burj Khalifa à 850 mètres de haut et que vous preniez des super belles photos, là par contre, il y a personne d'indigné. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc, ensuite, évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez 4 ans pour vous indigner sur, évidemment, l'un des deux pays les plus pollueurs au monde, les États-Unis. Vous avez quand même 4 ans, vous ne vous réveillez pas au mois de mai 2026, ce serait sympa, qu'on ait le temps au moins de digérer. Attends, je vais envoyer un message à Pierre Rondeau pour qu'il prépare son tweet. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, parce que là, c'est dans 2 mois, donc c'est un peu tard. Et puis surtout, moi, tu vois, ce qui me dérange en fait avec l'histoire, et encore une fois, je reviens à l'interview de Vincent, quand il parle de la défense, de la construction, en gros, ça c'est l'argument massu. Ah, mais parce que ça existait chez nous avant, donc ça doit encore exister. On n'est pas en train de vous dire ça. Alors déjà, il y a des pays qui sont plus jeunes que d'autres, il y a des pays qui sont plus anciens que d'autres. Il y a une histoire, et l'histoire, vous en servez quand ça vous arrange. Quoi. Là, cette histoire-là vous arrange pas, donc on doit passer à autre chose, mais certaines histoires, ça vous arrange, donc on revient. À un moment donné, c'est insupportable en fait. Moi, ce que je pense en conclusion, c'est que oui, le foot, c'est une vraie vitrine pour parler de plein de problèmes. Mais tu vois, par exemple, on va parler rapidement des libertés LGBT. D'accord? Là, évidemment, la France ou certains pays européens, d'après ce que j'ai compris, je suis pas sûr de moi, mais vont porter un brassard avec le drapeau arc-en-ciel, etc. Super, super, bravo. Bon, déjà, symbole, bon voilà, mais voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand l'Allemagne affrontait la Hongrie à l'Euro 2020, 21, voilà, qui a joué en 2021, voilà, c'est pour ça que j'avais un doute, et que les Allemands avaient décidé au départ d'éclairer le stade du Bayern aux couleurs arc-en-ciel et que l'UEFA leur a dit on fait pas de politique, donc vous mettez le stade aux couleurs rouges et vous arrêtez de nous emmerder. Mais pourquoi dans ce cas-là on vous emmerde et pourquoi dans l'autre il faudrait absolument mettre des couleurs, des drapeaux arc-en-ciel et je comprends pas en fait. Donc
Sauf que là, Yacine, t'as bien fait de préciser, c'est une initiative de certains pays et c'est pas du tout une initiative de la FIFA pour le coup. Non, oui, mais justement, ça veut dire que si la FIFA autorise, pourquoi l'UEFA, enfin, même si l'UEFA, la FIFA, c'est pas la même chose, mais l'UEFA interdit, voilà, bref. Donc on est là-dedans. Je pense que moi, vraiment, ce que j'ai envie, c'est que oui, le foot, des fois, ça me dérange, parce que des fois, c'est un peu trop, mais malheureusement, le foot, c'est le sport numéro 1, c'est le sport le plus populaire, c'est celui qui draine le plus d'argent, c'est celui qui draine le plus de visibilité. Oui, il permet de faire passer des messages. Oui, il permet de faire évoluer certaines situations. Il permet de développer certains pays. Je rappelle que à la base, la Coupe du Monde, quand elle a été créée, qu'ils voulaient la faire tourner, c'était pour permettre à certains pays de se développer, comme l'Afrique du Sud par exemple, de construire des stades, etc. Alors ça va pas toujours, voilà, mais c'est aussi le but. Mais en fait, qu'on arrête de se servir du foot juste pour son image. Et là, je parle à tous les politiques qui tweetent aujourd'hui à tout va, comme Alexis Corbière, qui a décidé d'un coup, parce que lui aussi, il a dû comprendre que la Coupe du Monde était au Qatar dans 2 mois, il savait pas, ça fait 10 ans qu'on le sait. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Par contre, que le foot serve de vecteur, mais évidemment, et ça a toujours été le cas. Hein. C'est historique. Hein. Le foot, c'est politique. Alexis Corbière et sa compagne Rachel Garrido qui ont bénéficié d'un logement social pendant des années, pendant que certains pauvres travailleurs qui touchaient à peine le SMIC avaient du mal à se loger. Et c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons. C'est formidable. Juste pour finir, Mousse, je suis bien placé pour le savoir parce que en tant qu'Algérien, l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, elle existe grâce au football. Pendant la guerre d'Algérie, avec les Algériens qui quittent le championnat de France et les matchs qu'ils font à l'étranger pour vendre cette indépendance justement aux yeux des pays étrangers. Donc la politique, elle s'est pas initiée dans le football en 2022. Hein. Ça fait des années que ça existe et ça a toujours été comme ça parce que c'est la vitrine numéro 1 du monde. Allez, pour conclure, Vincent. Alors, juste, effectivement, c'est l'exploitation par les différents gouvernements du sport, c'est pas un phénomène nouveau. Le Qatar exploite évidemment cette Coupe du Monde, mais il faut qu'on soit détendu. Hein. La France va exploiter le mondial de rugby et va exploiter les JO. C'est la nature même de ces événements. Et par rapport à ça, pour ceux qui se posent la question du boycott pour heurter le Qatar, par exemple, en fait, le Qatar a déjà gagné parce que ce qu'ils voulaient avec cette Coupe du Monde, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas leur sujet. Avec le gaz, ils ont assez de réserves. C'est d'exister sur la carte du monde. Et mécaniquement, cette compétition fait qu'on sait désormais placer le Qatar sur la carte du monde. Donc, que l'on boycotte ou que l'on boycotte pas, que Macron y aille ou qu'il n'y aille pas, de toute façon, le sujet il est réglé et la Coupe du Monde pour eux sera déjà réussie. Et si j'ajoute quelque chose, on n'aura peut-être même pas besoin de la boycotter pour une raison très simple, parce que l'équipe de France se débrouillera très bien toute seule et sera probablement éliminée. Mousse, juste une chose. Vas-y. Juste la dernière chose, c'est en 2017, il y a eu un championnat du monde de hand au Qatar. Apparemment, ça indignait personne. Alors c'est peut-être pas un sport qui intéresse du monde, mais pourtant c'était les mêmes conditions. Mais voilà, c'était juste pour le dire. Alors si quelqu'un peut me répondre rapidement, j'ai une question technique. Est-ce que lors de chaque Coupe du Monde, 1 an ou 2 ans avant, le président de la FIFA s'installe dans le pays en question? Parce qu'on sait qu'Infantino est installé à Doha. Non, mais c'est pas une blague, vraiment. Est-ce que c'est la tradition? Je l'ai vu là-bas. Pourquoi? Moi, j'ai 2-3 raisons, je ne peux pas les dire. Attends, la question c'est est-ce que c'est la première fois que ça arrive ou c'est une tradition? Non, c'est la première fois. D'accord, voilà. Ça a choqué jusque dans l'entourage. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il a emmené tout le monde, il a emmené sa famille là-bas. Oui, c'est particulier. Après, les conditions de vie sont très sympathiques au Qatar quand tu es logé très bien et que tu n'as pas de problème avec la chaleur. Et comme tout bon Suisse qui se respecte, il supporte la chaleur et la clim. Non, c'est un vrai problème. Parce que je suis pas sûr qu'il aille au Mexique, au Canada ou aux États-Unis dans 4 ans. Oui, Dubaï est juste à côté, donc c'est sympa. Il peut aller manger à Dubaï et rentrer le soir. C'est sympa. C'est sympa. Par exemple, il y a des très bonnes écoles aussi. Hein, donc, au Mexique, au Canada, entre le Canada et le Mexique, apparemment, il y aura des déplacements en train aussi pour les équipes, pour ceux que ça intéresse. Je voulais leur dire. Le char à voile est disponible aussi, mais en option. Il n'y a pas de char à voile. D'ailleurs, ridicule ce qui s'est passé lors de l'Assemblée où il y a eu plusieurs intervenants, dont Christophe Galtier, avec quelques militants écolos qui ont balancé des papiers. Ça a fait un flop en plus. Mais c'est insupportable.
Enfin, ça décrédibilise en fait le débat. Ce genre d'action décrédibilise complètement le débat. Et Je pense que le combat surtout. oui, le combat et le débat évidemment. Et je pense que les gens en ont marre de ça, que ce soit sur le féminisme, sur l'écologie, etc. Ce genre Ça d'action. dessert la cause. Ça dessert la Exactement. cause. Tu as tout à fait. Et tu m'as arraché les mots de la bouche, mon cher Vincent. Je crois qu'on a terminé sur tous ces sujets. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle que tu sors la réédition du livre sur la géopolitique, évidemment, du sport, mon cher. Donc, courez l'acheter et toujours dans les bacs. J'allais dire dans les bacs, mais oui, on peut dire ça aussi. La République du foot. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi aussi, Vincent, qui vient l'observateur du sport business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Tu fais partie de la famille Paris United. Évidemment qu'on refera d'autres podcasts sur ce genre de sujet. Merci à toi et merci pour la 300e, puisque demain c'est la 200. Je nous le souhaite, je nous le souhaite. Et puis mon frère, mon camarade Yacine Ahmed, le coach team, que je retrouverai demain pour un podcast sur le bilan. On va essayer de tirer un premier bilan de ce début de saison, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Donc, il sera disponible en fin d'après-midi, Yacine, 18h, 19h. Bon, voilà. On va parler football, par contre, là. Il y aura moins de... on va vraiment parler football. Enfin, on a déjà parlé de Vincent et Jean-Baptiste, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de... bien sûr. Évidemment. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de parler du podcast. Et je salue mes compatriotes marocains, parce que je sais qu'on est regardé dans mon pays de cœur, le Maroc. Je sais qu'on est regardé aussi là-bas. Donc, je vous embrasse, mes amis. Et quant à nous, on va se retrouver demain pour un nouveau podcast. Merci encore et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.